Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine donc pour une nouvelle émission avec un invité que j'ai eu l'habitude déjà de recevoir à plusieurs reprises, mais compte tenu de l'actualité, c'était plus que jamais passionnant de recueillir ses impressions. C'est Juan Branco. Bonsoir Juan Branco. Bonsoir. On rappelle que vous êtes bien sûr avocat, mais j'ai décidé de vous inviter cette semaine à plusieurs titres. Tout d'abord, compte tenu de l'actualité évidemment la plus brûlante, on va dire, avec cette condamnation désormais définitive de Nicolas Sarkozy, comment est-ce que vous avez réagi à ce qui semble être un coup de tonnerre, mais qui était assez attendu finalement? Écoutez, Nicolas Sarkozy est un avocat au barreau de Paris qui a écopé de plusieurs condamnations qui n'étaient pas définitives. Celle-ci est la première pour avoir tenté de corrompre un magistrat de la Cour de cassation, donc une atteinte à l'ordre judiciaire direct. Quelque chose qui ne devait pas... Il s'en défend, hein, il y a un tweet... Il est condamné définitivement, donc il peut s'en défendre, c'est un peu tard, et il n'a jamais remis en question l'autorité de la justice de façon générale. Donc il est un peu tard maintenant pour prétendre qu'il y aura une difficulté. Il a exercé des recours, il a décidé de se défendre dans le cadre de la procédure. Une fois que cela est fait, il faut revenir à ce qui a été diffusé et révélé, c'est-à-dire... un échange dans lequel, en gros, il essayait, à travers un magistrat auprès de la Cour de cassation, de s'assurer du devenir d'une de ces procédures, en l'occurrence dans l'affaire libyenne. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun dans ces sphères parce que malheureusement la magistrature est très soumise au pouvoir politique et notamment les mouvements des magistrats sont déterminés en grande partie, pour une grande partie d'entre eux, par le pouvoir politique qui du coup est habitué à jouer au jeu des chaises musicales pour favoriser les magistrats qui sont en leur faveur et au contraire mettre au placard ceux qui les gênent. Donc Nicolas Sarkozy a fait ça en tant que président pendant des années et il pensait qu'une fois qu'il n'était plus président, du fait de ses liens, en l'occurrence avec le prince Albert de Monaco, il pourrait continuer à échanger des services et des faveurs. Moi je trouve que c'est là où c'est très révélateur. C'est que dans le petit monde parisien, la dignité des magistrats s'achète. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on se fixe beaucoup sur Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, mais quelque part, eux n'ont fait que continuer à se comporter comme un système leur avait appris qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire, quand on est président de la République ou un personnage influent de la République, ils sont avocats choisir... comme vous, oui, mais confraternel. Voilà, mais à l'époque... Ils avaient été aux responsabilités et ils avaient encore des liens avec des chefs d'État, en l'occurrence le prince de Monaco, principauté dont on se demande toujours aujourd'hui pourquoi elle existe, si ce n'est pour alimenter des réseaux de corruption. Eh bien, ils se sont dit qu'ils pourraient permettre à ce magistrat de se la couler douce à Monaco et en conséquence influencer en leur faveur leurs affaires. Cet habitus n'est permis que par des effets de système. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur la personne de Nicolas Sarkozy, je pense que c'est important qu'on s'interroge sur ce qui a permis que celui-ci pense qu'il pouvait agir de cette façon. Et si ce n'est au hasard de cette écoute, elle-même qui a permis par hasard de trouver une autre ligne téléphonique, ils utilisaient ce dont on aime beaucoup rire en rappelant le pseudonyme Bismuth, s'il n'y avait pas eu cela, et aujourd'hui ce serait impossible d'ailleurs de le retrouver, parce qu'aujourd'hui avec des logiciels comme Signal, comme WhatsApp et compagnie, on ne peut plus écouter ces conversations. Et c'est une des raisons pour lesquelles le narcotrafic... Bien sûr, et c'est pour ça que le narcotrafic est en train d'exploser en France, parce qu'on a privé les forces de l'ordre de la capacité d'écouter un certain nombre de conversations au nom de la confidentialité. Le fondateur de Telegram, ça n'a pas empêché d'être arrêté en France. Mais parce que justement, il ne coopérait pas, parce qu'il ne transmettait pas ces informations. Justement, parce qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'écouter. Donc il faut, en fait, pour les forces de l'ordre, faire appel à ce qu'on appelle des techniques d'enquête spéciale qui permettent de pénétrer les téléphones, les dispositifs eux-mêmes, ce qui est par ailleurs paradoxalement beaucoup plus intrusif et dangereux pour les libertés publiques. Et donc aujourd'hui, on n'aurait jamais pu savoir que ça fonctionnait comme ça. À l'époque, ils utilisaient encore des lignes bis, terre et ainsi de suite, et donc on a réussi à le savoir, mais si ce n'était de ce hasard, on n'aurait pas pu jeter la lumière sur quelque chose qui devrait faire honte à la magistrature française. C'est-à-dire qu'on a révélé le degré de porosité et de conflictualité d'intérêt qu'elle pouvait avoir à l'égard du pouvoir. Parce que ce n'est pas ce pauvre magistrat à Cour de cassation, Azibert, qui est le problème. Il est un symptôme. C'est-à-dire, en fait, c'est inscrit dans les mœurs. Quand on regarde la carrière d'un magistrat comme Rémi Heitz, aujourd'hui procureur auprès de la Cour de cassation, procureur général, on voit bien qu'il a vu sa carrière façonnée par Emmanuel Macron. Il était simple procureur, il était nommé
procureur de la République près de la Cour d'appel de Paris, après avoir été directeur général des affaires des grâces, puis après avoir été propulsé directeur de cabinet, puis procureur près de la Cour de cassation. Tout ça sous le mandat d'un seul homme. Pourquoi ? Parce que c'était son homme lige qui lui permettait d'étouffer les affaires qu'il fallait étouffer, de nommer les magistrats qui lui seraient fidèles et au contraire de protéger ses intérêts en s'attaquant à des opposants. Et ça, c'est un système qui découle, quand vous regardez comment Grégory Veil, aujourd'hui, à la tête de P20, la principale section du parquet de Paris, qui est en charge des affaires criminelles, qui a un poste fondamental, a organisé des procès spectacles pendant des années au service de la Macronie, que ce soit pour protéger Magali Berda, l'influenceuse amie de Brigitte Macron, qui montait les opérations de communication d'un certain nombre de ses membres du pouvoir, et qui a été condamnée pour escroquerie, et parce que Bouba a dénoncé cette escroquerie, a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement contre des personnes qui, du coup, réagissaient à cette information. Bim, on en fait arrêter 25 citoyens, on fait un procès spectacle pour la protéger. Je pourrais vous parler de l'affaire Mila aussi, qui est une instrumentalisation complètement délirante. Je pourrais vous parler de la persécution. Quel que soit notre avis sur le conflit, la persécution des militants palestiniens et d'élus de la République, comme Mathilde Panot et d'autres, en pleine campagne européenne, convoqués au poste pour s'expliquer sur des tweets ou des positions qu'ils avaient prises sur ce conflit étranger. Tout ça, c'était sous la direction de cet individu et de la chef de section d'un autre parquet, AC2, qui s'occupe de ces affaires, Aline Ollier, qui était conseillère dans un cabinet ministériel avant d'être nommée à ce poste, auprès du secrétaire d'État à la petite enfance, qui était la main droite de Brigitte Macron au gouvernement. Il y a la DICRA aussi. Moi, j'ai reçu ici Étienne Chouard, qui a attendez, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que vous passez d'être conseillère du gouvernement, au sein d'un gouvernement, à être à la tête d'une des sections du parquet les plus puissantes de Paris. Comment est-ce que vous voulez, dans ce cadre-là, qu'il n'y ait pas ensuite des tentations comme celle qu'a connue Nicolas Sarkozy, qui consiste à jouer des jeux de promotion et autres pour essayer d'obtenir des faveurs judiciaires. Ces faveurs judiciaires, elles sont obtenues en permanence aujourd'hui, au sein de la magistrature française, donc pour protéger ce qu'il faut protéger et pour persécuter. Elles sont constantes et communes. Et il y a peu Emmanuel Macron mais ça a été aggravé par Emmanuel Macron. Et vous avez les magistrats intègres qui essayent de résister à ces mécanismes, qui se font soit écraser, soit mettre de côté, de façon à générer un effet qui fasse que le système continue à fonctionner comme il fonctionne. Donc il y a aussi un procès à se faire à l'égard de soi-même. C'est bien gentil là de faire une démonstration d'intégrité en faisant condamner Nicolas Sarkozy et son avocat et cet avocat général de la Cour de cassation. Je pense que c'est important et nécessaire, très bien, mais qu'on ne vienne pas prétendre que ça ne s'inscrit pas dans un fonctionnement systémique qui est particulièrement grave. Mais la peine, quand même, vous la trouvez... La peine est très légère. Très légère. Tentative de corruption d'un magistrat et vous écopez d'un an de bracelet électronique, donc de détention à domicile. Moi, je ne suis pas dans le populisme pénal. Vous voyez, je suis un avocat de la défense. J'essaie de résister à une machine oppressive qui souvent est fondamentalement injuste, qui est celle de la magistrature française, mais de l'État en général. L'État est une machine qui peut être redoutable et qui peut broyer les gens. Mais par contre, si vous regardez par rapport à l'échelle des peines habituelles, il y a une constante. Il y a une constante dans le système judiciaire français. Les hommes politiques qui font l'objet de poursuites et de condamnations ne vont jamais en prison. Moi, en Espagne, j'ai vu un tout-puissant ancien directeur général du FMI, M. Rato, qui avait été ministre de l'économie, eh bien, il allait en prison. Et il est rentré en prison. Il n'a pas eu des aménagements de peine. Or, vous voyez les magistrats français qui, systématiquement, condamnent. À l'époque, c'était... c'est parce que la durée le permet, non, parce voilà, qu'au-delà d'un an... Voilà. Et à l'époque, c'était 2 ans. Et donc, jusqu'au moment où c'était 2 ans, il condamnait à 2 ans pile-poil, de façon à éviter la prison. Et maintenant, ils condamnent à 1 an ferme. Vous voyez, ils réduisent à chaque fois, ils s'adaptent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la lâcheté de ne pas oser envoyer ces personnes en prison, alors qu'elles n'hésitent pas une seconde à détruire des destins au quotidien, quand cela peut servir leur carrière ou quand cela peut servir un certain nombre d'intérêts. Donc, il faut à un moment donné, et ce n'est pas un discours anti-magistrat, mais il y a au sein de la magistrature des personnes qui se font aussi écraser par ce système, qu'il faut défendre. Il faut défendre l'intégrité de ceux qui résistent d'une part à l'hubris du pouvoir et aux tentations de cette fonction, mais il faut aussi que cette corporation s'interroge sur justement la déviance souvent marquée de beaucoup de ses membres et surtout de ses membres les plus influents. En tant qu'avocat, c'est insupportable de voir que les procureurs et les magistrats les plus intègres se retrouvent le plus souvent dans des cul-de-sac
complètement enterré, écrasé, avec une incapacité à construire une carrière qu'il mériterait. C'est douloureux. C'est douloureux de se retrouver dans une situation où on a vu quelqu'un qui méritait des éloges, qui a eu du courage dans une affaire, par exemple, disons, pour faire échouer une procédure que Emmanuel Macron avait enclenchée contre un gilet jaune à Toulon, à un moment où je le défendais. Donc, oser prendre une décision contre le président de la République, et bien de se voir derrière cornérisé pour le restant de leur carrière. On ne peut pas récompenser la lâcheté dans une société. C'est extrêmement grave. Son conseil, avocat au conseil, justement, Patrice Spinozzi a indiqué qu'il allait saisir la CEDH, je crois la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez ubuesque qu'un ancien chef d'État sollicite l'Europe pour lui venir en aide et pour peut-être éventuellement à terme, ce qu'il laisse entendre dans son tweet de réaction à cette condamnation, laisse entendre qu'il pourrait faire condamner la France au terme de cette saisine. Écoutez, moi, j'ai aussi pour principe, dans le cadre d'affaires en cours où je ne suis pas avocat, de ne pas commencer à prendre parti pour une partie ou l'autre. Là, il va aller à la CEDH, c'est un droit qu'il a, c'est important qu'il exerce ce droit en tant que citoyen. Et la CEDH pourrait casser, d'après vous Écoutez, qu'il tente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, il a tout tenté jusqu'ici, qu'il continue à tenter. En tout cas. Voilà, il va être enfermé chez lui, sauf, encore une fois, je ne sais quel... Oui, donc ça veut dire que, en plus, ça pourrait être étudié après la condamnation par la CEDH. Voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on a une impuissance de l'appareil judiciaire français pour mettre fin à la corruption endémique de ce pays. Donc, il ne faut pas non plus se satisfaire de ce que là, ponctuellement, parce que... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas dangereux aussi, Juan Branco, pardon, mais ça ne devient pas la République des juges quand même, à ce niveau-là aussi? Parce que Nicolas Sarkozy, d'aucuns le disaient qu'il allait peut-être revenir. Non, je pense qu'il y a un problème dans la justice française, c'est qu'on a du mal à avoir une application du droit qui soit stricte et rigoureuse. Je vous donne un exemple. Au Royaume-Uni, le joueur de football Benjamin Mendy a été accusé par 11 femmes de viol. Et il a été innocenté après un procès qui s'est déroulé quelques mois après les faits allégués. C'est-à-dire en quelques mois, on a réussi à faire une vérité judiciaire sur cette affaire. En France, il y a deux choses qui ne seraient pas passées de la même façon dans une circonstance comme celle-ci. D'une part, vous auriez mis des années à le juger, en saccageant non seulement la vie de l'individu ciblé, mais aussi éventuellement sa réputation, son intimité, mais aussi éventuellement celle de ses victimes, s'il avait vraiment commis ses victimes, le plus souvent en laissant en liberté entre-temps le présumé agresseur, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, ce que l'on a vu dans un certain nombre d'affaires. Et deuxièmement, il est illusoire en France de se voir acquitté dans une circonstance comme celle-ci où vous avez un panel. Pourquoi? Parce que la magistrature va faire une application molle du droit et va se dire si c'est flou, il y a un loup, s'il y a plusieurs personnes, ça veut dire que, etc. Et donc va se laisser céder à une sorte de populisme et de pression sociétale. Et en fait, j'ai vu des personnes qui se sont vues condamnées comme ça. En fait, il n'y avait rien de consistant si vous regardiez élément par élément, mais on agglomère un peu le tout, on fait sa sauce et boum, on condamne. Et ça, c'est un défaut de la magistrature française, c'est qu'elle a peur d'être extraordinairement rigoureuse sur le droit et d'exiger, en fait, quitte à peut-être un peu trop protéger à un moment, ou à l'inverse, à être trop dur contre une personne dont on sent qu'on aimerait bien finalement lui laisser un peu de chance parce que peut-être qu'il a commis une erreur, ou ainsi de suite. Dans les deux cas, il y a une sorte de droit mou en France qui est extraordinairement dangereux et qui explique une grande partie de la défiance de la société française à l'égard de la magistrature, au-delà des délais, de la procédure extraordinairement lourde que l'on peut connaître parfois, au regard aussi des insuffisances que l'on peut connaître à tous les échelons en termes de protection de la corruption et ainsi de suite. Il y a cette dynamique-là qui me semble à interroger. Et ce genre d'affaires doivent nous rappeler que l'autorité de la justice française, aujourd'hui, est remise en question de façon extraordinairement lourde parce que la légitimité du système qu'elle sert de façon générale est remise en question. On est dans des phases d'effondrement institutionnel qui touchent l'ensemble de la République. Il n'y a plus un pan de la République. Vous parlez de République des juges. Moi, je vous parle d'effondrement de la République tout court, que ce soit l'exécutif ou le judiciaire. Vous ne croyez pas qu'on tente de bâillonner Sarkozy, là, objectivement? Mais sa liberté d'expression publique est entière. Il peut parfaitement peser, on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'il a eu droit à des poursuites judiciaires il est invité à l'Élysée très nombreuses et il est complètement intégré dans l'establishment, complètement protégé, continue à faire des affaires. Et je vais vous dire, il continue à exercer en tant qu'avocat. On a essayé de me radier en tant qu'avocat pour avoir, et on continue à essayer aujourd'hui, pour utiliser des enveloppes noires avec les parquetiers, ce qui serait vu comme une approche hostile et inquiétante, des procédures complètement délirantes.
on n'a jamais lancé la moindre procédure déontologique ou disciplinaire à l'égard de M. Sarkozy, malgré ses multiples condamnations et les multiples faits qu'on pouvait lui reprocher. Il est parfaitement protégé, cet homme. Il est parfaitement protégé et il est, je vais vous dire plus, excessivement protégé. Et à l'inverse, des personnes qui, comme moi, défendent des opposants politiques, qui appellent à une remise en question fondamentale de ce système corruptif qui s'est installé à l'État, au sein de l'État français, se voient visés de façon harcelante par ces mêmes institutions qui se plient et se couchent devant ces personnalités. Donc là, il y a peut-être une question à se poser, plutôt que de s'apitoyer maintenant sur un président de la République qui l'a quand même légèrement cherché et dont on voit bien depuis des décennies que la porosité qu'il a eue avec les milieux d'affaires, avec son cabinet d'avocats, parce qu'il n'a jamais été avocat, cet homme. Ce qu'il a été, c'était un homme d'affaires déguisé. Il utilisait ses fonctions d'avocat comme de nombreux et comme de nombreux cabinets d'affaires à Paris. On l'a vu encore avec Athos et Breton, avec 200 millions d'euros dépensés par cette société envers des cabinets d'avocats français et parisiens pour évidemment protéger les opérations qu'elle menait, qui ont mené à la faillite de cette entreprise et à des nuisances extraordinaires pour ses actionnaires, mais aussi pour le bien commun, pour la souveraineté de la France, parce que ce sont des fonctions qu'elle met en œuvre qui sont fondamentales pour notre souveraineté. Et quand on a un seul cabinet d'affaires comme Darrois, qui est extraordinairement proche de l'Élysée, qui sous Thierry Breton touchait des dizaines de millions d'euros pour ne rien faire, d'autre que de protéger ces individus, ces politiciens à venir qui utilisaient Athos pour devenir comme passerelle, pour devenir commissaire européen, ainsi de suite, il y a de quoi quand même se poser des questions. Il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce que fait le barreau de Paris pour éviter cette forme d'institutionnalisation de la corruption à travers l'avocature. Et non seulement ils ne font rien, mais en plus ils essayent de dissoudre, ça a été dernièrement une tentative, c'est peut-être de la petite cuisine pour vous, mais ça vous dit ce que c'est aujourd'hui le Petit Paris. Ils ont essayé de dissoudre la Conférence nationale des barreaux, c'est-à-dire tous les barreaux de France, dans chaque ville d'importance moyenne, il y a un barreau avec leurs avocats qui sont réunis, etc. Et cette instance s'opposait à l'extension du secret des affaires pour les avocats. Et qu'a fait le barreau de Paris ? Il a essayé de dissoudre cette instance pour essayer d'imposer cette extension de cette protection de la corruption des avocats. Vous voyez, quand on est dans des dispositions comme ça, avec des bâtonniers qui sont élus grâce à des campagnes financées par les cabinets d'affaires, des petits cocktails et ainsi de suite, on commence à se poser des questions non plus sur une partie des institutions françaises, mais sur la situation d'ensemble et la nécessité de provoquer soit une révolution, soit une révolte et un coup d'État, soit de se présenter comme on le fera peut-être aux élections présidentielles pour faire sauter tout ça et pour rendre au peuple le contrôle sur sa souveraineté et sur ses ressources économiques, parce que tout ça, c'est de l'argent du peuple français. Il faut arrêter de penser que l'argent pousse dans les arbres et qu'on peut, comme ça, d'un coup, le faire croître par magie. Alors voilà pour l'analyse en matière de droit, mais politiquement, sur encore une fois Nicolas Sarkozy, avant d'aborder d'autres sujets bien sûr, ça dit quoi politiquement de cette affaire? Elle dit quoi politiquement? Ça dit deux choses. Nicolas Sarkozy, de son avenir définitivement ça dit deux choses à mon avis. D'une part, c'est que Emmanuel Macron... vous n'êtes pas forcément son ami, donc... Non, en fait, je suis indifférent à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui est le passé, politiquement parlant. Vous voyez, c'est quelque chose... il a été... Alors que Villepin, c'est l'avenir. Non, peut-être que moi, je suis l'avenir. Voilà. Et voilà, c'est plutôt ça la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, parce que Dominique a un certain âge, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à partir de mes 16 ans, que j'ai bien connu pendant près de 10 ans. Ouais, et il faut qu'on réfléchisse à un moment sur cette république rabataire qui soit fabrique des produits marketing comme Jordan Bardella ou Gabriel Attal, soit essaye de se reposer sur des personnes qui ont plus de 70 ans et qui n'ont pas forcément bien Dominique l'énergie. Je le connais bien. Mais donc juste pour finir sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire ce que ça signifie politiquement, ça veut dire deux choses. Qu'Emmanuel Macron a joué au chat à la souris avec Nicolas Sarkozy pendant toutes ces années. Et Nicolas Sarkozy a cru qu'Emmanuel Macron le protégerait judiciairement. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a été autant en soutien d'Emmanuel Macron toutes ces années. C'est des pactes corruptifs de cette nature-là, et c'est ceux-là qui sont graves, beaucoup plus graves que ceux pourquoi Nicolas Sarkozy était condamné aujourd'hui. Nicolas Sarkozy espérait qu'Emmanuel Macron ferait pression ou orienterait les parquets différents pour que ces affaires... Et de fait, il a gagné beaucoup de temps avant que la première condamnation n'intervienne. La deuxième leçon que l'on doit en tirer, c'est que la magistrature, avec tous ses défauts, reste un pouvoir relativement autonome. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez dans la machine un individu, dans la machine judiciaire, la capacité à le retirer de là devient très compliquée. Et donc, c'est une leçon aussi pour tous ces présidents qui, ces dernières années, notamment à partir de Nicolas Sarkozy, qui est le premier... Mais ça, vous le dénoncez aussi, non ? Premier, voilà, c'est ce que j'ai contre Dominique de Villepin, a décidé de faire usage de l'appareil judiciaire. C'est le premier. Jusqu'ici, il y avait une séparation entre le politique et le judiciaire. C'est une leçon pour tous ces gens-là qui consiste à penser que l'on peut, de façon parfaitement en toute impunité,
tenter d'instrumentaliser la justice contre des adversaires politiques. C'est un jeu dangereux et Alexis Kohler, à mon avis, commence à le comprendre aujourd'hui. Lui qui a fait usage avec sa conseillère justice Hélène Davot de son influence sur la justice contre moi, par exemple, de façon très claire avec justement l'aide de Rémi Yates, il commence à comprendre que c'est un jeu dont on ne sort jamais indemne et qui peut avoir des conséquences particulièrement grave. Et découvrir, comme il le fait aujourd'hui, ce que ça fait d'être perquisitionné, ce que cela fait d'être menacé de renvoi, parce que ça va être imminent. On parle du secrétaire général Élysée, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était en fait l'homme tout-puissant de la Macronie depuis 2017. Il est encore. Hein. Voilà. Et découvrir tout ce que cela peut produire comme effet et comme dégradation, tout simplement, de la capacité à être heureux et à vivre, eh bien, quelque part, c'est une leçon pour tous ces petits êtres qui ont tout simplement abusé de leur pouvoir. Enfin, pardon, vous disiez que Sarkozy avait encore toutes ses entrées à l'Élysée. La nomination de Bayrou, ça n'a pas été pour lui plaire. Hein. Pardon qu'il ne soit plus tout puissant comme il l'a été pendant longtemps en Macronie. Alors, on peut se désoler de la perte d'influence d'un homme qui quand même a dépassé déjà l'âge de la retraite et qui n'a pas de fonction élective depuis 12 ans et qui a décidé de gagner des millions d'euros en faisant jouer de son carnet d'adresses, etc., plutôt que de rester au service du bien commun. Ça ne me désole pas plus que ça. C'est un chef d'État, de beaucoup de chefs d'État. Oui, c'est devenu c'est regrettable. Ça ne l'était pas avant. Vous voyez, ça quand même, c'est un symptôme de dégradation de notre espace public. Il y a eu, jusqu'à un certain temps, une forme de dignité qui faisait qu'on se retirait silencieusement sans chercher à abuser des avantages que la République nous avait procurés, de ses réseaux et des bienfaits que des forces privées pouvaient en tirer pour gagner de l'argent contre nous. Parce que quand on recrute un ancien chef d'État, un ancien Premier ministre et ainsi de suite, c'est pour faire usage de l'influence qu'il a obtenue à des fonctions gouvernementales pour gagner des contentieux contre l'État, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que, petite parenthèse, par exemple, lapsus, par exemple, que l'ancien chef d'état-major des armées de Villiers ait été rejoindre le Boston Consulting Group, par exemple, ça vous choque? Je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant, d'autant plus qu'un discours souverainiste avait été porté par cet individu. On l'avait même envisagé à un moment donné. Et ça dit, encore une fois, quelque chose de l'absence de réglementation suffisamment sévère sur les questions d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et notre perte de souveraineté. On essaie de poursuivre Kémy Séba parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la France, alors même qu'en plus on lui a enlevé la nationalité française, donc on ne devrait pas faire les malins à ce niveau-là. Et par contre, on laisse des palanquets d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens élus se vendre à des instances américaines sans aucune difficulté, des hauts fonctionnaires, devenir young leaders, aller au groupe Bilderberg, etc. Et alors là, ça ne pose aucune difficulté en termes de souveraineté. Il y a un moment donné où l'atavisme et en fait notre soumission à l'espace politique et économique nord-américain devrait nous interroger. Il y a un moment donné, elle devrait nous interroger, d'autant plus que là, il ne s'agit pas simplement de dénoncer. Il s'agit de penser aussi aux conséquences que cela pourrait avoir, parce qu'à force d'aveuglement et de corruption successive, on a failli rentrer en guerre avec la Russie. Et alors justement, ces enchevêtrements entre la politique, la justice, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais par exemple François Bayrou, on parle beaucoup de Marine Le Pen à l'approche du jugement attendu, je crois, pour mars 2025. Finalement, François Bayrou, il est sous le coup d'un appel, à peu près pour les mêmes raisons. Ça vous choque que quelqu'un comme François Bayrou, par exemple, puisse revenir en politique, déjà au-delà de ce que ça traduit sur un plan d'image? On s'attendait à un renouvellement de l'ère politique avec Macron. Finalement, c'est un retour à l'ère préhistorique avec Barnier, avec Bayrou. Mais là aussi, ça dit quoi? Que quelqu'un qui est sous le coup encore d'un appel pour l'affaire des assistants parlementaires qui avait eu le MoDem. Moi, ce que ça dit d'abord, c'est quoi cette justice qui tarde En même temps, vous êtes défenseur de la présomption d'innocence. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi cette justice qui tarde 8 ans à juger un homme? Je veux dire, ça pose question quand même. C'est-à-dire que pendant 8 ans, vous laissez en suspens la vie d'un homme sans déterminer de sa culpabilité, son innocence, et en laissant une sorte d'incertitude quant au fait qu'il serait quelqu'un d'intègre ou non. Mais donc, du coup, là, pour le s'interroger. Là-dessus... Oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est ce problème qu'il faut traiter. Il faut pas, si on part de la donnée existante, on se retrouve dans un faux débat, à défendre potentiellement quelqu'un qui est coupable, ou au contraire, à ne pas le défendre par peur qu'il le soit, et que du coup, ça nous compromette pour la suite. Donc, écoutez, là, c'est la justice qui nous met dans une mauvaise position. Elle n'a pas le droit de suspendre la vie et les potentielles envies de défendre des idées ou de ces individus dans l'espace public. Et loin de moi l'idée de défendre M. Bayrou en tant qu'homme politique. Mais c'est comme et de façon différente avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, on lui fait un procès parce qu'elle aurait utilisé l'argent du Parlement européen
non pour financer un travail au Parlement européen, mais pour financer ses assistants parlementaires au sein du parti qu'elle dirige. C'est le cas pour le Modem. Non mais attendez, que je sache, Marine Le Pen s'est fait élire pour lutter contre l'Union européenne. Donc on lui reproche d'avoir été fidèle à la parole de ses électeurs en n'en ayant rien à faire de cette instance européenne. Aucun électeur n'a voté pour Marine Le Pen en espérant que Marine Le Pen allait faire quoi que ce soit au Parlement européen. À l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, elle était très clairement anti-Union européenne, elle voulait sortir de l'Union européenne, donc il était normal qu'elle concentre les ressources. Alors là où ça pose problème, et là où c'est difficile, mais c'est là où le débat était mal posé, c'est que du coup ça crée une forme de distorsion de concurrence entre les forces politiques. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait d'une source de revenus qu'une autre force politique ne pouvait pas utiliser dans la concurrence électorale qui se menait. Mais pardonnez-moi, c'est quand même généralisé aujourd'hui. Si vous êtes citoyen et que vous voulez vous présenter une élection aujourd'hui, c'est strictement impossible. Vous êtes obligé d'en passer par des structures existantes parce que ça demande des moyens extraordinairement conséquents. La législation en termes de financement de la campagne est extrêmement lourde. Il faut des experts comptables, il faut des trésoriers. C'est intéressant d'ailleurs de savoir si Nigel Farage, à l'époque, avait utilisé ou pas des assistants parlementaires. Mais surtout, il faudrait un service public électoral qui vous permette de donner un appui à n'importe quel citoyen qui cherche à se présenter, qui fasse que vous n'ayez pas besoin de vous reposer sur des forces financières privées pour structurer votre proposition. Ça, par exemple, c'est une proposition qu'aucun parti politique ne porte, pour une raison très simple, parce que ça viendrait manger leur oligopole et ça viendrait les écarter d'un coup, parce que des gens compétents reviendraient dans l'arène politique. Et on serait face à ces médiocres insuffisants qui sont engraissés dans l'espace public depuis 50 ans grâce à leurs fonctions électives et grâce aux barrières qui sont mises pour que des citoyens ne puissent pas y participer. Et évidemment qu'ils n'ont pas envie de changer ça. Alors ça discute de proportionnel, mais des vrais sujets techniques, c'est-à-dire de la capacité d'accès pour n'importe quel citoyen à l'élection, là tout de suite... Vous pensez qu'elle peut être condamnée avec décision exécutoire parce que c'est ça, c'est son avenir politique qui se joue là en mars. C'est-à-dire que si jamais... Mais pourquoi vous pensez qu'elle essaye de faire tomber les gouvernements de façon successive alors que jusqu'ici elle s'accommodait parfaitement? Vous croyez que c'est... Je crois. Tout le monde le sait, tout le monde a compris. Et là tout d'un coup elle commence à parler d'élections présidentielles anticipées. Marine Le Pen sait qu'elle a jusqu'au 31 mars pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Et elle voit bien que Jordan Bardella attend à l'affût derrière elle pour essayer de prendre la place si jamais elle n'était pas éligible. Donc bon, et que Bardella a l'appui de Bolloré et ainsi de suite, et se retrouve dans une situation où il peut éventuellement la remplacer. Donc Marine Le Pen, qui est quand même quelqu'un qui n'a aucune intelligence en termes de profondeur de pensée, mais qui a une très fine intelligence politique, a parfaitement compris le danger et a décidé de provoquer une bascule institutionnelle. Et on a Jean-Luc Mélenchon en face qui est ravi. Entre nous, vous y croyez à cette possibilité d'élection présidentielle anticipée? Écoutez, c'est eux qui connaissent Emmanuel Macron l'a encore redit, il ira au terme de son mandat, il ne dissoudra même pas l'Assemblée nationale. Oui, vous y croyez, on a confiance en Emmanuel Macron et dans sa capacité à résister contre tout un système politique qui déciderait de se liguer contre lui. Vous avez déjà vu la presse comme elle le traite, après l'avoir encensé et protégé pendant quasiment 7 ans, soudain c'est devenu l'antéchrist. L'Obs, qui avait quand même propulsé Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, soudain découvre qu'il serait peut-être un psychopathe. Non, mais c'est quand même, on est dans des situations aussi d'indécence qui me sidèrent et me dégoûtent. Et là, en fait, on a un rôle on a un rôle à jouer, je pense, et on doit réfléchir clairement à comment s'armer. Mais attendez, juste sur Marine Le Pen, ça veut dire que si jamais elle était condamnée, vous le dénonceriez, ça? Vous la soutiendriez? Moi, j'ai pas d'attache ou d'intérêt dans ce système politique assez moribond. Vous le dénonceriez? Et ça sert à rien pour moi de le condamner ou le dénoncer. Ce que j'explique, c'est que Marine Le Pen se devait à ses électeurs. Et ce qu'elle l'a fait, en fait, ne trahissait pas la parole qu'elle avait donnée à ses électeurs. Et le système fait une erreur en cherchant à la faire condamner sur ce point-là, parce qu'aucun électeur ne se sent trahi, à mon avis, par Marine Le Pen sur ce qu'elle a fait. Par contre, en droit, en effet, elle a procédé à une infraction pénale. Maladresse, c'est ça? Non, c'est une infraction pénale qui devra probablement impliquer sa condamnation. On verra. La question de l'inéligibilité, je n'aimerais pas être à la place du président de la Chambre aujourd'hui qui a à la juger. C'est de l'exécution, parce que ce n'est pas tant l'inéligibilité, parce que si elle n'est pas exécutée, s'il y a un appel... Elle est appliquée d'office. Donc c'est-à-dire que s'il ne la fait pas appliquer en espèces, c'est qu'il lui rend une faveur.
C'est-à-dire que systématiquement, dans ce genre d'affaires, Non, mais l'appel, c'est l'exécution suspensif provisoire de la condamnation, non, mais l'exécution pas de provisoire vous parlez de d'inéligibilité, l'exécution provisoire. voilà, elle intervient de façon systématique dans ces affaires. Donc si, par exceptionnel, il ne l'appliquait pas, et il devrait l'argumenter. Ah, vous croyez qu'il y a et il devrait l'argumenter, mais je pense que ce ne serait pas illégitime pour le tribunal de considérer qu'en l'état actuel des choses, les conséquences sur le devenir politique de la France seraient telles qu'il n'appartient pas au juge de s'entremettre dans une échéance aussi importante qu'une élection présidentielle, et que donc il prononce l'inéligibilité, mais qu'il appartiendra ensuite. sur soi. Et là, encore une fois, la durée de la procédure et la capacité du parquet et donc de l'exécutif, parce qu'en France, les magistrats du parquet, les procureurs, ne sont pas indépendants. Ils sont nommés par l'exécutif, ils ont des instructions générales. Jusqu'en 2014, ils avaient des instructions particulières. Taubira les a fait abandonner, mais elles existent encore. Mais ça pose un problème, fil. parce que si on appelle, on est innocenté. Non, mais ce ça veut parquet-là, dire que la peine a déjà été appliquée. il a aussi le contrôle sur les durées d'audience. C'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'audiencement, c'est-à-dire l'agenda. Est-ce qu'il audience à 1 an ou à 5 ans? Et donc, on peut tirer un fil comme ça, de façon à accélérer, ralentir les affaires, et jouer avec la parenthèse et de l'élection influencer sur, présidentielle qui pourrait... et jouer sur les pour procédures donner un électorales. temps décalé. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir par la grâce du scandale qu'il a fécondé concernant Monsieur Fillon, en coopération avec le Canard enchaîné. Et la mise en examen précipitée, extraordinairement rapide de Monsieur Fillon, qui avait eu le tort, non seulement de faire ce qu'il a fait, mais surtout, devant les Français, de s'engager à se retirer s'il était mis en examen. Ce qui, naturellement, a provoqué sa perte, parce que le pouvoir de l'époque a vu la faille, a accéléré les choses, il a été mis en examen pendant la campagne, et son devenir politique était scellé. M. Macron n'aurait jamais accédé autrement au second tour. Et donc, vous voyez, à un moment donné, cette porosité extraordinaire et excessive, cette instrumentalisation par toutes les factions de l'appareil judiciaire pour mener des luttes intestines, fait qu'évidemment, le citoyen se distancie de tout ça et a une forme de mépris général, en fait, qui contamine tout le monde, qui consiste à dire, mais qui sont ces gens qui jouent à ces jeux de pouvoir avec quelque chose qui est censé être sacré? Pour clore l'épisode Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez du retour, mais plutôt de l'entrée en politique de son fils, Louis Sarkozy, qui suscite a priori une attention assez particulière de tout l'establishment. Il y a même eu une réunion publique, je crois, qui a été relativement suivie, en tout cas par les médias, mais dans les faits, je ne sais pas trop, il y avait quelques jeunes. Qu'est-ce que vous pensez que c'est arrivé en politique de Louis Sarkozy qui tombe un peu comme ça? On parle d'une force politique, les Républicains, qui fait 5%. On parle d'un jeune homme qui a moins de 30 ans, qui décide de s'intégrer à cette force politique qui fait moins de 30 ans. Un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie. C'est intéressant. Jamais rien fait, qui lui donne une quelconque légitimité, qui n'a jamais servi la France, qui a fait son cursus dans une université américaine, militaire, donc avec tout ce que ça peut impliquer en termes de compromission, et qui est le fils de quelqu'un. Et parce qu'il est le fils de quelqu'un, mais surtout parce qu'il a les moyens de se payer des agences de communication qui lui font la retape dans l'ensemble des médias et qui lui permettent, à travers les accès aussi de son père, donc Nicolas Sarkozy, de faire son entrée en scène dans l'ensemble des médias oligarchiques. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la responsabilité de l'appareil judiciaire, mais quel pitoyable spectacle de la part de l'appareil médiatique et de son absence de traitement décent et égal des idées qu'il y a au sein de cette société, des gens qui veulent les porter. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez en tant que Français lorsque vous voyez qu'il suffit d'être le fils de quelqu'un pour tout d'un coup vous voir porter au nu par toute une série de journalistes. Il y a Glucksmann aussi, à gauche. Mais pardonnez-moi, Glucksmann, ce que vous qualifiez de gauche, qui n'est pour moi que le fils d'un népotisme oligarchique atlantiste particulièrement dangereux pour la France, on est dans une situation... Succès, parce que le PS était moribond, oui. Il a au moins fait remonter le PS à 14%. Mais voilà, vous voyez cette idée, ces constructions oligarchiques, là en l'occurrence en plus avec les appuis des réseaux de Lia Salamé, sa compagne et ainsi de suite, on est dans un entre-soi mais qui est pourrissant. Vous dites avec un relatif succès, en effet très relatif et surtout très peu pérenne. C'est des figures en fait qui sont instrumentalisées puis qui disparaissent aussi vite. Sarkozy sur LCI s'est fait pas mal remarquer sur ses prises de position sur le conflit au Proche-Orient. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. On fait rentrer en scène. On projette avec toute la force d'un appareil informationnel quelqu'un, et ensuite on essaye de séduire les citoyens français qui sont le moins informés sur ces jeux oligarchiques, mais qui eux-mêmes commencent à comprendre comment cela fonctionne et commencent à prendre de la distance. Et vous l'avez écouté un petit peu, notamment sur... Mais pourquoi j'écouterais cet homme? Pourquoi j'accorderais mon attention à cet individu? Qui est-il et que représente-t-il? Qu'a-t-il fait dans sa vie
pour justifier de la couverture dont il a bénéficié pendant cette période. Ça a été d'ailleurs très commenté par les individus, au-delà de l'imposture sur les idées et son incapacité à être en accord avec la famille politique qu'il est censé représenter. Mais ça, quelque part, j'allais dire une méchanceté, mais ça le fait ressembler à celui qui l'a enfanté. Alors, il y a quelqu'un dont on parle beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, étonnamment, qui est revenu aussi dans l'arène médiatique et contre toute attente. En effet, j'ai vu beaucoup de fois votre nom associé à lui. Alors, ça va être l'occasion ici de pouvoir, en tout cas, nous dire ce qu'il en est de cette relation, on va dire, là aussi assez étonnante. C'est Dominique de Villepin, puisque là, en effet, on parle de Nicolas Sarkozy, on sait bien que voilà, c'était loin s'en faut pas l'allié de Dominique de Villepin. Beaucoup de gens laissent entendre qu'il y aura un ticket qui se prépare pour 2027 entre vous et Dominique de Villepin. D'abord, voilà, vous nous avez confirmé que vous le connaissiez. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous parlez ensemble? C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans l'espace médiatique. Est-ce que vous disiez voilà, que vous le soutiendrez, enfin plutôt que c'est lui qui devrait être derrière vous? Vous allez être candidat en 2027, Juan Branco? Est-ce qu'on peut déjà... C'est la question qu'on se pose aujourd'hui très clairement, parce qu'on est face à une situation où ce système doit sombrer d'une façon ou d'une autre. Coup d'État, révolution, élection, qu'importe. L'intérêt de la fonction présidentielle, c'est qu'en France, c'est qu'elle a cette capacité... Il y aura beaucoup de monde en 2027. À traverser les institutions. Vous voyez, on peut en fait, tout d'un coup, provoquer quelque part une révolution institutionnelle à travers la présidence. Il y aura peut-être beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont... Beaucoup de gens le souhaitent en tout cas, oui, et la question qui se pose, c'est surtout pourquoi faire. Et moi, vous seriez le Bardella de Dominique de Villepin? Ne me comparez pas à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, lui non plus, de sa vie, si ce n'est participer à la politique aérienne parisienne et à des jeux partisans. Oui, c'est très bien. Évidemment, quand vous héritez du principal parti de France... Il est même plus jeune que vous. À 25 ans, il a 29 ans, c'est ça? Moi, on s'est présenté l'un contre l'autre à Clichy-sous-Bois. On a fait campagne l'un contre l'autre. On a été tous les deux platement battus. Vous vous êtes rencontrés par un brillant homme qui était, oui bien sûr, qui était candidat En Marche, dont tout le monde a oublié le nom, parce qu'à l'époque, il y avait une sorte de vague, et on avait fait à peu près le même score, je pense qu'il avait fait 14%, lui 15%, un peu comme ça, il se faisait placarder. Il n'avait aucun militant, parce qu'on l'avait envoyé à Clichy-sous-Bois, vous vous souvenez, là où il y avait eu les émeutes, où étaient nées les émeutes de banlieue, un peu comme on aurait envoyé Charles Martel à Poitiers, vous voyez, pour essayer de bouter les Arabes hors de France, c'était le symbole. Moi, j'étais sur une position qui n'était pas tout à fait la même à l'époque. Vous étiez où à l'époque? Donc j'étais auprès de Jean-Luc Mélenchon, qui m'avait pris comme son avocat, et j'avais décidé symboliquement de relever un peu le défi avec ce jeune homme. Et on avait fait à peu près le même score. Il m'avait battu de peu, mais surtout on s'était fait écraser. On s'était fait écraser par En Marche et par les Républicains tous les deux. Donc je vois bien qui est cet individu, je vois bien ses insuffisances et je vois bien les espoirs qui ont été portés sur lui à un moment par un certain nombre de citoyens français qui ont cru qu'il y avait quelque chose derrière cette coquille vide. Le ticket Bardella-Le Pen, pardon, ils sont assez bien fonctionnés sur le plan médiatique. Donc vous, avec Villepin, ça pourrait... je trouve que la comparaison serait pas insultante. L'enjeu est surtout une question d'idées. On va essayer de sortir de la fixation sur les personnes. On a du mal à les voir, les idées avec Villepin. Moi, j'ai un peu de mal. Là, c'est les idées que nous avons élaborées avec un certain nombre de forces politiques, et notamment la plus importante, les Gilets jaunes, pour rendre le pouvoir... Mais sont où les Gilets jaunes aujourd'hui? Il y en avait autant de droite que de gauche. Ils seront derrière nous, mais c'est justement cette idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour refaire peuple. Macron, ni droite ni gauche. Non. Comment est-ce qu'on fait pour refaire peuple et rendre au peuple sa souveraineté? Ça n'a rien à voir avec Macron, qui avait décidé de faire un ni droite ni gauche pour continuer à servir un système qui, du coup, s'était créé sous Sarkozy, qui consistait à dire on est à gauche quand le pouvoir est à gauche, on est à droite quand le pouvoir est à droite, et comme ça, on garde le contrôle sur les ressources parisiennes. Les ressources que Paris concentre et que produit la France. Nous, c'est l'exact inverse. Avec les Gilets jaunes ont très vite compris que la seule façon de faire sauter ce système... Vous êtes en train de dire que Gilets jaunes plus Villepin, ça peut fonctionner ensemble? Non, mais ça pourrait fonctionner ensemble. Oubliez Dominique de Villepin. Si Dominique de Villepin veut me rejoindre et veut redevenir ministre des Affaires étrangères de la France, parfait. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une idée de la France, vous l'aviez dit, qui a une grande valeur. Ça, c'est aucune difficulté. Mais là, on n'est pas... Il n'y a pas de ticket en France. Il n'y a pas de président à vous suivre. C'est-à-dire que ce serait vous... Il n'y a pas de président ou de vice-président en France. En France, il y a une autorité présidentielle qui ensuite tranche sur un certain nombre de sujets. Et les sujets importants pour la France, c'est permettre aux Français par référendum de se prononcer sur l'appartenance ou non à l'Union européenne et à l'OTAN, pour éviter de rentrer en guerre, comme on nous le souhaite, sur le front russo-ukrainien
et autres. C'est retrouver la capacité pour les Français à contrôler leurs institutions, avec le référendum d'initiative citoyenne, avec les mandats impératifs et révocatoires. C'est retrouver une souveraineté économique. C'est-à-dire retrouver un contrôle sur la création monétaire, sur la capacité à créer des ressources avec les banques et avec les industries qu'elles vont financer. Vous voyez, c'est sortir de cette machine monde que le système capitaliste a généré en redevenant un peu plus autonome, en n'ayant pas des pénuries d'amoxicilline ou en train de vendre même le Doliprane parce qu'on essaye de faire des profits au service de quelques banques et de quelques hommes d'affaires. C'est rompre en fait avec cette oligarchie, c'est permettre aux magistrats d'être élus, et non plus choisi par le pouvoir, mais élu par le peuple, de façon à ce que le peuple puisse contrôler sa justice. Ce sont des propositions que personne ne porte. Vous me dites, il va y avoir beaucoup de candidats, si je vous ai bien compris. Très bien, il n'y en aura Votre ami Gabriel Attal. Il n'y en aura aucun qui portera ces propositions, parce que ces propositions vont contre leurs intérêts et surtout contre les intérêts de ceux qui les soutiennent. Ils ne peuvent pas remettre en question ce système oligarchique qui les a fabriqués. Bardella et Attal ne sont rien sans les oligarques qui les soutiennent, que ce soit Bolloré et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas aller contre eux, voyez. Et d'ailleurs, le plus souvent, ils sont... Vous avez envie d'y aller, vous, Juan Branco ? Moi, j'ai envie que ce pays sorte de cette ornière et de cet effondrement. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet par ce qui est en train de se passer en France. Et donc, que ce soit moi ou un mouvement social, ce n'est pas le sujet. Moi, je vais essayer là de voir si on génère une dynamique sur une force politique pour les présidentielles. Si, entre-temps, on arrive à s'aborder autrement ce système, j'en serais ravi. Et si, en s'abordant autrement ce système, je n'ai plus aucun rôle à y jouer, j'en serais aussi heureux parce que ma tâche aura été ouverte. Mais vous discutez avec Dominique de Villepin, justement ? Mais je discute avec beaucoup de gens qui, aujourd'hui, cherchent, en fait, quel est l'enjeu pour moi par rapport à 2027, le principal enjeu, ou avant, ou 2026, ou 2025, parce qu'on est dans cette situation-là, c'est la question des parrainages. D'accord ? C'est ce verrou institutionnel qui a été fait que les citoyens français ne peuvent pas se présenter aux élections. On leur exige de déjà faire partie d'une force politique préexistante. Donc ce travail-là, il faut qu'on le mène dès à présent pour anticiper cette possibilité qui peut, encore une fois, intervenir dans un mois. Là, on rappelle que François Bayrou avait permis à Marine Le Pen, aussi étrange que ça, de se présenter. Donc, il y a un moment donné, on peut provoquer cette bascule, parce que si on court-circuite le système qui est censé protéger les siens et organiser une concurrence fermée... Ah, mais vous, vraiment, comme Marine Le Pen, vous n'excluez pas le fait qu'il puisse y avoir une présidentielle anticipée ? Mais ce serait aberrant de ma part de ne pas me préparer à une éventualité où on aurait un boulevard pour exposer les personnes auxquelles on s'attaque. Évidemment qu'il faut s'y préparer. Est-ce que ça arrivera ou pas ? C'est pas mon sujet. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un espace, et pareil chez vous aussi, Dominique de Villepin avait été, je crois, à la fête de l'UMA. Il y a quand même une partie, une frange de la population qu'on n'attendait pas, qui trouve aujourd'hui des... Qui joue cette partition, on verra où ça le mène, et c'est très c'est bien un pour peu lui. votre cas, parce que vous êtes transpartisan, finalement, oui, vous sauf venez de l'extrême gauche. Pardonnez-moi, moi j'ai un ancrage populaire, c'est-à-dire à travers le soutien que j'ai apporté à ces mouvements et l'engagement qu'on a eu horizontalement ensemble. Vous êtes toujours de gauche, vous revendiquez mais moi j'ai évidemment un logiciel de pensée qui est d'une autre gauche que celle qui existe aujourd'hui, mais qui est clairement de gauche si on pense que la gauche c'est un rapport à l'humanisme. Mais je veux dire, je pense que beaucoup de citoyens ont compris que c'était des étiquettes qu'on instrumentalisait pour leur vendre. C'est-à-dire que si c'est la gauche de Mitterrand qui, 2 ans après son arrivée au pouvoir, se soumet au pouvoir de l'argent et de créer une financiarisation, puis après l'Europe de Maastricht et ainsi de suite, c'est pas ma gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne vais pas me soumettre à une sorte de doxa dont il y aurait des gardiens du temple qui vous diraient « ça c'est être de gauche, ça c'est pas être de gauche ». Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'avec les propositions qu'on fait, on remet en question un système qui aujourd'hui est en train de rendre malheureux les gens au-delà de les rendre plus pauvres, parce que les gens, la jeunesse de ce pays est en train de s'effondrer. C'est ce que j'étais en train de vous décrire. On a 300 propositions qu'on a exposées dans Comment fabriquer une guillotine, parce qu'il ne faut pas oublier que la guillotine était un instrument politique au départ. C'est devenu une sorte de monstruosité que les Français ont détestée. Pardon, mais vous n'avez pas l'impression que, justement, en étant aussi radical, en tout cas sur le plan de la communication, vous allez effrayer beaucoup de gens aussi. Mais je pense que je vais rassurer beaucoup de gens, parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, on va pas les trahir. Si on n'a pas à couper des têtes à la fin, tant mieux. Si on n'a pas à envoyer aux îles Kerguelen les oligarques parce qu'ils auront d'eux-mêmes accepté de cesser de compromettre l'espace public en s'impliquant et en s'ingérant dans les affaires politiques françaises, tant mieux. S'ils sont prêts à rendre les clés de ce système politique de façon pacifique, tant mieux. Mais qu'ils ne croient pas qu'on va avoir la naïveté, nous cette fois encore, de se retrouver massacrés. C'est son problème, demandez-lui. On ne quémandera rien à personne.
On n'est pas dans cette dynamique-là. On a une légitimité, on a un parcours que Mais tous vous ces n'avez pas de êtres parti, n'ont pas. vous pensez que- Bien sûr qu'on a des structures d'appui. Vous pensez qu'on se lance la fleur au fusil. Bien sûr qu'on est en train de travailler de façon sérieuse. On n'est pas en train tout d'un coup de jouer à un jeu. Ça fait plus d'un an qu'on est en train de voir les différentes options qui vont nous permettre éventuellement à un moment de provoquer cette bascule en France. C'est pas anodin ce dont on est en train de parler. On est en train de parler de la redistribution de centaines de milliards d'euros chaque année. On est en train de parler du destin de 70 millions de personnes. Et on est en train de parler d'une entité Donc ce livre, historique c'est un livre programmatique, comme la c'est une France. synthèse politique de Dans vos ce travaux. livre, il y a évidemment tout l'aspect programmatique, il est sorti en octobre, et qui permet de comprendre quelles sont la synthèse en fait de tous ces mouvements de ces dernières années, qui me permettent aussi de comprendre, parce que la gauche actuelle qui pense qu'il s'agit d'augmenter les impôts pour accroître la redistribution et que c'est ça la solution. Non, c'est pas ça la solution. S'il s'agit de consommer encore plus de biens qui sont produits au Bangladesh et ainsi de suite, on ne va pas résoudre la tension qui existe au sein de cette société. Pourquoi ? Parce qu'un peuple consommateur qui ne produit pas ce qu'il habille, ce qu'il consomme et ainsi de suite, est un peuple malheureux. Si on veut comprendre pourquoi il y a une explosion qui a 7 fois plus aujourd'hui d'hospitalisation pour tentative de suicide qu'il y a 7 ans chez les jeunes filles, chez les 15 à 25 ans, 7 fois plus d'hospitalisation pour tentative de suicide en moins de 10 ans. Il faut comprendre qu'on est dans une crise civilisationnelle qui peut avoir des conséquences, qui a des conséquences déjà dramatiques pour eux. Et ça, c'est lié au fait que l'on n'est plus un pays. En fait, on est une sorte de territoire de passage. Je comprends ce titre qui est quand même archi provocateur, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Votre programme, moi, avant d'être des idées, j'ai l'impression que c'est une volonté de renverser le pouvoir. Quoi. C'est vraiment ça. Mais bien sûr qu'il faut renverser le pouvoir. Mais il faut renverser le pouvoir pour ouvrir la porte à nouveaux citoyens français. Il ne s'agit pas de renverser le pouvoir pour la jouissance du renversement de pouvoir. On va être sans... J'ai suffisamment d'expérience aujourd'hui. Pas être un jour attaqué pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui, bien sûr qu'ils essayent. On va s'amuser. On va voir qui est seul s'ils font ça. On va voir entre eux et nous qui est soutenu. Moi, je l'ai vu quand Kémy Séba a été arrêté et s'est retrouvé au moins 4 de la DGSI. J'ai vu les personnes qui étaient à l'accueil, qui s'occupaient des escortes et compagnie, me dire qu'ils avaient peur de ce pouvoir et de la dérive et des conséquences que ces dérives pourraient avoir parce qu'ils ne comprenaient pas ce que cet homme faisait là. Des gens qui travaillent pour l'État, qui sont au cœur du système de l'État, qui commençaient à dire que ce n'était plus possible. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les gens qui nous dirigent comprennent que leur capacité à instrumentaliser des biens communs, comme le sont les forces de police, les forces de justice, et ainsi de suite, trouveront leurs limites. Donc, qu'ils essayent, qu'ils viennent nous chercher au moment où on essaie de construire politiquement quelque chose. Je ne suis pas sûr que les gens les suivent et soient d'accord avec donc vous voulez raviver les gilets jaunes, l'esprit gilet jaune. Mais je veux raviver ce qui a fait que 85% des Français, à un moment donné, se réunissent autour d'un certain nombre d'idées communes. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment donné où on est obligé de refaire corps. Et à partir de là, on relance quelque chose. Et à partir de là, ensuite, on s'engueule sur des sujets. On s'engueule sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la baya, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Tous ces débats qui sont devenus centraux en France pour des raisons, en fait, parfaitement instrumentales. Dans un deuxième temps, d'accord ? D'abord, on récupère le contrôle sur les institutions, sur l'espace politique, sur l'espace public, sur les médias, sur les algorithmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, on voit ce que l'on fait. On reprend de la souveraineté et on retrouve de la souveraineté pour le corps français. Dans ce livre, il y a une réflexion intéressante sur la peine de mort, notamment à l'endroit de nos élites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors je raconte comment Badinter est devenu l'idole de la gauche et en général de ceux qui se pensent progressistes et humanistes en ayant fait abolir la peine de mort, alors même qu'il était un des avocats et ministre de la Justice peut-être les plus corrompus qui soient. C'est-à-dire qu'avec son grand cabinet d'avocats, il graciait et protégeait les clients que ses associés continuaient de défendre à travers le ministère de la Justice, et ces clients qui étaient pour la grande majorité des membres de l'intelligentsia parisienne. C'est-à-dire qu'en fait, il était au service de la bourgeoisie d'affaires parisienne, Robert Badinter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je rappelle comment la peine de mort pour laquelle une majorité de Français reste favorable, ça c'est quand même un non-dit qui est quand même intéressant, on l'a aboli par le régime parlementaire. Vous créez un référendum aujourd'hui, peut-être qu'une courte majorité sera finalement pour son abolition. Mais en l'état actuel des choses, les gens sont plutôt favorables. Pourquoi ? Parce que la peine de mort, initialement, sous sa forme la plus civilisée, entre guillemets, qui est la guillotine, a été fécondée pour faire peur aux puissants. C'était un instrument politique qui disait, si vous abusez de votre pouvoir contre le peuple, eh bien, vous aurez face à vous une situation qui risque de vous coûter beaucoup. Et peu à peu, elle a été absorbée par le système qui s'est assuré qu'évidemment, elle ne lui serait jamais appliquée, comme aujourd'hui la prison n'est jamais appliquée pour les plus puissants. Et elle a commencé à être appliquée à des violeurs, des pédophiles, des meurtriers, des gens du bas peuple, les plus déviants au sein du bas peuple, pour lesquels il n'aurait rien changé, qu'ils soient en prison à vie
ou exécutés, ou au contraire, pour lesquels il était probablement plus douloureux d'être enfermé à vie que d'être exécuté, parce que la prison à vie, la vraie perpétuité, c'est quelque chose qu'on ne souhaite évidemment à aucun être vivant. Et moi, je pense à possibilité de choix, que certains choisiraient peut-être la peine de mort. Et donc, on se retrouve dans une situation où, évidemment, la peine de mort perd son sens, si elle n'est plus utilisée pour effrayer ceux qui abuseraient du bien commun. Et à partir de là, l'autre élément, c'est que l'abolition de la peine de mort fait que, finalement, c'est plus très grave de se tromper judiciairement. Vous voyez, donc le taux de condamnation... Vous avez conscience que vous jouez quand même avec un sujet super sensible. Quand même. Écoutez, on est en République et théoriquement, on a le droit de discuter de choses qui sont fondamentales. Mais laissez-moi finir sur ce dernier point. La justice française, du coup, oui, bon, peut-être qu'il était innocent, mais on va quand même le condamner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'enjeu de la vie d'un homme entre leurs mains, vous voyez, c'est-à-dire qu'il parte 15 ans en prison, voilà, et si on brise sa vie, tant pis s'il est innocent. Et donc on a vu, contrairement à ce qu'on pensait, se multiplier les erreurs judiciaires du fait de ce relâchement de la tension. Quand vous êtes rentré dans le prétoire en tant qu'avocat pour défendre un homme qui est condamné à mort, vous jouez votre vie aussi, pas seulement la sienne. Et les magistrats qui le condamnent jouent gros, parce qu'ils sont en train d'envoyer quelqu'un, c'est pas anodin, vous voyez, comme décision. Lorsque vous rentrez dans cette sorte de justice bourgeoise, où en fait, finalement, rien n'est irrémédiable, et peut-être qu'il aura... Eh bien, évidemment, vous provoquez un relâchement qui fait perdre aussi un peu de sa dignité, à la fois à la magistrature et à l'avocature. Ça, c'est des éléments de réflexion intellectuelle. Jamais, moi, je ne me mettrai en position d'avoir à décider sur l'usage ou non, ou la réactivation ou non de ces dispositifs. Jamais un homme seul ne devrait avoir ce pouvoir. Par contre, le peuple français, comme sur tout autre sujet, doit avoir la possibilité de se prononcer, d'où l'importance du référendum d'initiative citoyenne qui doit lui permettre, lorsqu'il souhaite se saisir d'un sujet, de le faire. Dans le livre, vous décrivez le rôle des médias. Vous proposez de neutraliser leurs propriétaires, que vous nommez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par là, les neutraliser ? Puis, petit aparté, j'aimerais que vous me parliez aussi de la démarche de Vincent Bolloré d'introduire Canal+ en bourse à Londres et Havas à Amsterdam. Vous vouliez parler d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, parlons-en. On a une entreprise Canal+, qui est créée par André Rousselet, directeur de cabinet de François Mitterrand. Une entreprise privée, à qui on va offrir un cadre réglementaire sur mesure pour leur permettre d'engranger des millions d'abonnés, des centaines de millions de bénéfices pendant des années. Mais une réussite de l'État, permise par l'État. Permise par l'État. Par l'État, sans le cadre réglementaire. Privée. Oui, c'est ça. On est dans ce qu'on appelle, ce qui à l'époque était encore le capitalisme à la française. C'est-à-dire l'État, voilà, du même André Rousselet. L'État permet à des sociétés de se former parce qu'ils considèrent que pour une raison ou une autre, ça sert à l'intérêt général, d'accord ? Sauf que là, on est sorti de ce cadre-là. C'est-à-dire que toutes ces grandes entreprises dont la légitimité pouvait s'entendre parce que c'est important d'avoir Airbus, par exemple. Donc c'est bien qu'il y ait une société privée qui était appuyée par l'État, ça nous a permis de construire des avions pour le monde entier. Très bien. Mais là, on est dans la phase où des hommes d'affaires sont en mesure de prendre le fruit de nos efforts, de notre construction à nous en tant que membres de l'État français, et de les envoyer à Londres, à Amsterdam, pour obtenir des avantages fiscaux et gagner de l'argent pour eux, mais c'est pas illégal. Sans plus aucun intérêt général, sans plus illégal, aucun rapport. Mais c'est bien le problème. Discutable. C'est ce que je disais dans Crépuscule. Ils ne sont pas corruption, ils sont la corruption, c'est-à-dire que la corruption est devenue légale dans notre pays. C'est parfaitement légal aujourd'hui de piller les biens de l'État. C'est là où on a un enjeu fondamental qu'il faut changer en France. C'est là où la question de leur faire peur et d'entamer un rapport de force, c'est-à-dire d'arrêter de jouer à la comédie de la dénonciation et de leur dire « demain, tu iras sur la charrette si tu continues à te comporter comme tu le fais ». C'est ce rapport à l'autorité qui est nécessaire aujourd'hui dans un pays qui se délite. Et ça a trait aux grandes fortunes et à leur rapport à la prédation de l'intérêt général, mais ça a trait aussi aux narcotrafiquants qui sont en train de gangréner notre pays et de lui faire basculer du côté d'États narcos comme le Mexique. Ça sur un même pied. Mais évidemment, et c'est la même prédation qui est permise par l'État aujourd'hui et qui est quelque part presque légalisée parce qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants vivent et construisent des fortunes immenses dans un cadre d'une impunité généralisée. Vous vous souvenez le ramdam que le gouvernement Attal et Dupond-Moretti avaient fait à la suite de la fuite d'un narcotrafiquant qui avait tué 2 agents de la pénitentiaire sur un péage.
et qu'on allait le retrouver et qu'il n'y avait aucune difficulté. Ça fait 6 mois que cet homme est en fuite, il a tué 2 fonctionnaires français. Comment est-ce que vous expliquez que non seulement on ne l'ait pas retrouvé, mais qu'en plus on ait trahi la parole politique en prétendant qu'on allait le retrouver sans aucune difficulté? Mais il faut qui sont ces gens pardon, mais qui sont ces gens qui jouent de cette façon avec non seulement le sentiment français, mais aussi avec l'autorité de l'État et sa capacité à faire peur? Qu'est-ce que cela veut dire maintenant qu'on peut assassiner et s'enfuir d'une prison française en toute impunité et partir profiter de cette... Quelles sont les complicités dont a bénéficié cet homme et quel est le niveau de gangrène de notre appareil étatique pour que cet homme soit encore aujourd'hui en liberté? Pour revenir à Canal côté à Londres, voilà, ça vous choque au plus haut point. Mais c'est la même chose, c'est la même fuite. C'est le symbole, quoi. C'est la même trahison, c'est-à-dire en fait, on a pris quelque chose que nous, en tant que membres de l'État français, avons constitué, nous, en tant que citoyens français, avons financé, la fête, c'est ça qui et ils viennent faire couler le champagne dans des bourses où ils sont partiellement défiscalisés, comme Londres et Amsterdam, et ils viennent derrière prétendre être patriotes et défendre le patriotisme français. Il y a un moment donné, il faut se mettre en accord, d'accord? On ne peut pas être à la fois un prédateur et en même temps une sainte vierge. Il faut choisir. La prochaine fermeture de C8, je pense que ça doit vous réjouir, et paradoxalement, vous ne voudriez pas. Non, moi je pense qu'Hanouna n'aurait jamais eu, dans un système sain, des émissions comme celle d'Hanouna n'auraient jamais dû exister, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne devraient pas exister. Mais ça, c'est surprenant. Pour une raison très simple. Ça. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'État, en tant que citoyens français à travers l'État, nous avons la possibilité de décider quelles chaînes peuvent diffuser ou pas. D'accord ? Il y a un cahier des charges qui est élaboré par l'ARCOM, qui est censé favoriser... Une exception mondiale. Hein. Exactement comme TF1, à qui on a permis de privatiser, enfin au groupe Bouygues qui a privatisé la première, la chaîne nationale, en échange de quoi il s'était engagé à diffuser des grands films de cinéma, de l'opéra, du théâtre, et en échange de quoi nous avons eu droit à Nagui, non mais on a eu droit à Nagui, on a eu droit au Feu de l'amour, on a eu droit à des jeux de société divers, c'est-à-dire on a eu droit à des choses qui créent de l'addiction et qui permettent de réduire l'esprit critique des citoyens français, et au lieu de les porter vers le haut, de les porter vers le bas. Vous trouvez ça affligeant, et Hanouna fait partie de ce dispositif, mais n'est qu'un symptôme, ce que je disais dans mon livre que j'ai écrit sur lui. Il n'est rien, et quiconque se fixe sur Hanouna, ou même sur Bolloré contre Xavier Niel et Bernard Arnault, au lieu d'avoir une critique systémique, est dans l'échec, et dans la trahison de la parole, parce que quand je vois des tribunes chez Niel, donc au Monde, contre Bolloré, j'ai envie de dire à mes amis, mais attendez, en fait, vous, ce qui vous gêne, c'est pas qu'on soit... sous domination d'un milliardaire. Vous, ce qui vous gêne, c'est que des idées différentes de la vôtre soient défendues par ce milliardaire. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit des milliardaires qui décident quelles idées peuvent être diffusées ou non dans l'espace public. Vous voyez cette différence quand même, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent d'être les prostituées d'un certain nombre d'oligarques, et il y a ceux qui disent non, moi je tiens ma dignité. Moi, ce que je dis, je veux que ça puisse être dit en toute indépendance, sans, mais il ne peut pas y avoir 20 chaînes publiques, Juan Branco. Mais je ne veux pas des chaînes publiques, je veux juste que les si cahiers des charges, financés par des milliardaires, soient élaborés large, par l'État. Ça. Je suis pour que les cahiers des charges soient élaborés par l'État, soient respectés, et qu'ensuite, n'importe quelle personne qui pense pouvoir faire de l'argent en diffusant ces contenus, on l'a vu avec et pas qu'on ait des situations comme Numéro 23 et Ouzlo se retrouvent à pouvoir avoir une fréquence gratuite, et X années plus tard, la revendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros en n'en ayant rien fait entre-temps. C'est aussi simple que cela. Je ne suis pas contre l'initiative privée. Je veux au contraire qu'on crée un service national de la comptabilité qui permette à chaque personne d'avoir gratuitement accès à un comptable ou un expert comptable pour créer son entreprise. Vous voyez, des freins comme ça. Le vrai pillage de l'État, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais sur Hanouna, paradoxalement, et Dieu sait si je n'ai pas spécialement envie de défendre Hanouna, mais quand même, il faut reconnaître que il a invité tout le monde. Enfin, je parle de lui à l'imparfait, mais que m'importe. Que m'importe. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est pas assez élevé quand même. Moi, ce qui non. Au-delà du niveau ambiant, bon, voilà. C'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaie. Ça dit peut-être quelque chose de la société. Oui, évidemment, si vous nous polluez pendant 40 ans avec des contenus toujours plus dégradants, c'est sûr que peu à peu, on va choisir la merde et la sous-merde. On choisit ce qui est un peu plus divertissant que ce qui est que les émissions de Léa Salamé sur France Télévisions. Je comprends. Mais alors justement, moi j'ai pas cette critique bourgeoise et arrogante qui consiste à dire « Ah, quotidien, c'est très bien » et Hanouna, c'est horrible. Non, c'est la même chose.
C'est la même chose, c'est du divertissement bas de gamme qui consiste à essayer de manipuler les gens. Vous n'êtes pas invité chez Quotidien, vous. Mais pourquoi je le serais? Évidemment, je suis leur ennemi principal. Je suis quelqu'un qui leur dit, vous êtes allés vous vendre. Vous êtes allés vous vendre, en l'occurrence, à Martin Bouygues. Vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez été obligé de recevoir PPDA pour qu'il vienne dérouler son speech sans aucune contradiction parce que son patron vous l'avait demandé, alors que c'est l'inverse de ce que vous êtes censé prôner. Parce que, évidemment, tous ces gens-là sont sur la vague de féminisme carcéral, MeToo, qui consiste à dire que la justice doit absolument... Bon, si vous l'êtes, soyez cohérents. Mais non, ils ne peuvent pas l'être. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis au pouvoir de l'argent. Eh bien, à un moment donné, si on veut redevenir souverain... Vous voulez dire Yann Barthès, qui fait autant d'argent, ça vous... Là pour le coup... Qu'il fasse de l'argent, c'est une chose, mais qu'il prétende être indépendant, qu'il prétende ne pas être soumis, alors qu'on a tellement de... qu'ils prétendent faire participer au pluralisme. Et puis qu'ils prétendent pouvoir dire qu'il peut faire ce qu'il veut, alors qu'il a, vous avez, voilà. Lors de son audition... Alors que je viens de donner un exemple très clair de ce qu'il est soumis, comme tous les autres animateurs, à des forces de l'argent. Et là, on parle de la télévision. Mais si on parle... Et Canal, pardon, c'était étonnant parce qu'en plus, on parlait aussi d'Hanouna et du groupe Canal, mais c'était un peu le champ de ce qui représentait quand même la liberté d'expression. Les Guignols, Bruno Gassio, à l'époque, j'ai reçu ici d'ailleurs. J'allais dire, si on parle... Là, on parle cet esprit-là, on l'a plus. On parle d'un monde passé, voilà. Si on parle maintenant, même, c'est la même chose aujourd'hui avec les chaînes YouTube et les réseaux sociaux. On est dépendant d'algorithmes qui ne sont pas français. C'est-à-dire, où est notre souveraineté? C'est-à-dire, tout d'un coup, on peut vous faire disparaître. Ou au contraire, faire de vous la star de YouTube. YouTube a une capacité, en favorisant, en recommandant votre contenu ou non, de vous éteindre. Et les critères, on ne connaît pas l'algorithme. Et les critères de ces algorithmes sont élaborés par des États-Unis qui ont leur intérêt et qui peuvent pousser les curseurs selon leur intérêt. Et donc, nous, on se retrouve soumis à un ordre politique qui n'est pas le nôtre. Et donc, on est des sujets d'un empire. C'est ça la réalité. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de YouTube parce qu'il y a quelqu'un, et notamment des réseaux sociaux comme X par exemple, il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé aussi avec vous, et on l'a reçu d'ailleurs ici, et le pauvre, enfin j'ai envie de dire, suite à cette émission, je ne pense pas que ce soit lié qu'à ça, mais en tout cas c'est Zoé Sagan qui a été, je crois, a été mis en garde à vue récemment. On parle de vous et de lui. C'est quelque chose de crédible. D'abord, cette association, vous êtes son avocat. Je n'ai pas bien compris là ce qui se passait. Oui, moi j'adore. C'est-à-dire qu'on a essayé de me faire passer pour Zoé Sagan pendant des années. Oui, j'y ai même cru, hein, pour être honnête. Donc je remercie la justice d'avoir éclairci les choses en le faisant arrêter lui, parce que ça clarifie les choses. Et en vous faisant n'êtes pas Zoé Sagan, pour ça je le confirme, puisque j'avais reçu mais quelque part, qu'importe, c'est quoi l'enjeu derrière Zoé Sagan? C'est-à-dire qu'on a fait arrêter quelqu'un qui... Vous connaissez bien Aurélien Poisson. Je suis son avocat. Quelqu'un qui a fait de la satire. On a fait arrêter sur ordre de la Première Dame, sur ordre de l'Élysée, il y a un parquetier, je vais vous parler, c'est pour ça que c'est important ce que je disais au début de cette émission, Aline Ollier et Grégory Veil, à AC2, à cette section du parquet, tout ça peut sembler du charabia. Mais ces gens-là qui doivent leur carrière au pouvoir politique ont fait arrêter un citoyen parce qu'il avait écrit de la satire sur le président de la République. Mais la frontière elle est ténue entre la satire, la diffamation... On appelle ça des lettres de cachet. Vous le savez comme moi, est-ce qu'on place des gens pour diffamation en garde à vue ? Non. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait parce qu'ils n'arrivaient plus à faire arrêter des citoyens parce qu'ils écrivaient des choses qui les dérangeaient? On a créé le délit de cyberharcèlement, la loi Schiappa. Et donc, on a inventé un délit qui n'est pas encadré par les dispositions de ce qu'on appelle... Là, vous savez de quoi on parle. On parle de la Première Dame, ce n'était pas d'Emmanuel Macron. On parle du fait que la Première Dame... il y a eu des tas de rumeurs, et à un moment donné, est-ce qu'elle n'est pas... Je me fais encore une fois... Pas de rumeurs, non. On parle de quelque chose de factuel. Zoé Sagan n'est poursuivie que pour 4 tweets qui portent tous sur un seul sujet. Et ce sujet, c'est lequel? Et les faits qui ont été énoncés par Zoé Sagan sont vrais et vérifiés. Brigitte Macron avait 39 ans et était professeur du lycée dans lequel Emmanuel Macron, qui avait 14 ans, était étudiant, et l'a rencontré avec 7 différences d'âge. Et c'est la seule chose qu'il a dit. Et il a dit une autre chose, ces faits pourraient être qualifiés d'actes de pédophilie et criminellement sanctionnables. Et c'est vrai, la seule difficulté qu'il y a par rapport à ça, et ils auraient été poursuivis aujourd'hui immédiatement. La seule difficulté qu'il y a à cet égard-là, c'est la prescription. Et il y a prescription. C'est vrai que Vincent Hervouette, qui est en plus un éminent journaliste, je crois que c'était sur le plateau de Pascal Praud, avait et donc la question qui se pose derrière, vous mettez en scène votre relation privée, intime. Vous prétendez que c'était entre 16 et 37 ans, et donc que c'était quelque chose d'un peu romantique, presque fantasmatique peut-être pour certains. Moi, je trouve pas, mais bon, ça. Vous le mettez en une de Paris Match, Confessions intimes, l'histoire de leur rencontre, et ainsi de suite, pour vous faire élire en 2017.
Et quand il y a des citoyens qui décident de faire de la satire, et quand il y a des citoyens qui décident d'exposer le fait que ce n'était pas 16 ans, mais que c'était 14 ans, que ce n'était pas 34, mais 39 ans, vous les faites placer en garde à vue et juger parce que vous vous considérez, alors que vous êtes la personne la plus puissante de France, comme harcelé par ce citoyen. Non, mais enfin, bon, là, il ne faut pas être naïf. Vous savez bien qu'il y avait aussi derrière toutes les rumeurs, en tout cas, qui ont été lancées sur Internet. Alors, je ne sais pas si c'était... Il n'est pas poursuivi pour ça. C'est pas là-dessus? Il n'est pas poursuivi pour ça. Il Comment est vous poursuivi l'expliquez, 14 ça, d'ailleurs? à 39 ans. C'est les seules choses. Pourquoi? Parce que c'est le point sensible de la Macronie. Moi, je pense que non, mais le reste, qu'il ne soit pas poursuivi sur le reste. C'est ça qui, en effet, me surprend. Je pense que les Macron ont fui Amiens face à l'Alali qui avait suscité ce rapport qui, en effet, est particulièrement dérangeant, qui sont dans une fuite en avant depuis et qui risquent de finir comme Ceausescu s'ils continuent, et au point, de commettre l'erreur de faire arrêter des Français qui commandent ces sujets-là. Et on vous fait passer pour quelqu'un qui fait des choses qui ne devraient... Enfin, vous regardez la façon dont les médias traitent cette question et ceux qui décident d'en parler, et on a l'impression qu'ils sont en train de commettre un sacrilège. On est dans l'Ancien Régime, et il faut mettre fin à l'Ancien Régime, et on espère simplement que ça ne se déroule pas comme ça s'est déroulé sous la Révolution française. On l'espère pour eux et pour le peuple français. C'est la seule différence aujourd'hui. Et moi, je fais tout pour essayer de contenir cette violence qui commence à monter au sein de la société et pour la transformer en quelque chose qui permette de les sortir de là où ils sont sans avoir à faire usage de la violence. Mais ils sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de jouer avec le feu et il faut qu'ils fassent attention parce que ces compromissions aujourd'hui sont visibles. Il y avait avant les médias qui permettaient de les masquer, qui permettaient de faire que ça se passe dans l'entre-soi. Ce n'est plus possible aujourd'hui et ils n'ont pas actualisé leur logiciel. Ils n'ont pas compris qu'on était dans une différente ère. Alors on parlait de Zoé Sagan, on a parlé avant de Kémy Séba. Finalement, bon, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous interroger sur votre cas personnel puisque on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, mais j'aimerais qu'on revienne sur la campagne d'accusation dont vous faites aussi l'objet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous répondez à vos accusatrices? Qu'est-ce que vous pensez des méthodes qui consistent justement à attaquer aussi par voie de presse et pas seulement devant la justice? Voilà, il y a un sujet, il y a une cabale contre vous. Mais attendez, on essaye de me faire radier aujourd'hui. Ils ont essayé de me faire radier vous n'êtes pas. Pour violation de... Je ne suis pas, ils ont essayé de me faire radier. J'ai eu 4 procédures disciplinaires. Nicolas Sarkozy qui a été multicondamné, on a eu 0. Mon casier judiciaire est vierge, d'accord? Et sans avoir à prendre cet élément comme un critère, parce qu'on voit bien comment la justice peut être orientée pour écraser un certain nombre d'individus ou pas. Casier judiciaire la question, vous voyez, on est dans une situation quand même où on est... J'ai été mis en cause un nombre incalculable de fois de façon mensongère, de façon à obérer cette parole qui commençait à porter et qui les menaçait. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Pavlenski, par exemple, de la façon dont on m'a fait passer pour celui qui avait diffusé la vidéo de Benjamin Griveaux, placé sur statut de témoin assisté, poursuivi disciplinairement, et ainsi de suite. Pour tout ça, se rendre compte que c'était une cabale qui avait été organisée, un contre-feu, organisé par le pouvoir macronien. Du barreau, mais là, maintenant, on me fait poursuivre pour une supposée violation du secret de l'instruction parce que j'ai décidé de me défendre d'une autre accusation calomnieuse. Qu'est-ce que je retrouve quelques semaines plus tard dans la une de l'ensemble des journaux français, des accusations étalées en violation du secret de l'instruction sans qu'il n'y ait aucune sanction et sans que théoriquement je sois en capacité d'y répondre. Et parce qu'on n'a pas réussi à me radier, qu'est-ce qu'on fait? On surajoute une nouvelle procédure de 170 pages dans laquelle on me reproche d'avoir envoyé une enveloppe noire à un procureur, noir et doré, mais ce qui suggérerait, je cite, une approche hostile et inquiétante. On me reproche d'avoir manqué d'une formule de courtoisie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a pas réussi à m'éliminer pour les accusations les plus grossières, on instrumentalise, on trouve n'importe quelle balle pour essayer de m'abattre. Et ensuite, évidemment, la dernière étape, est-ce que ce sera l'élimination physique si on continue? Parce que vous voyez bien que tout ça sert d'avertissement. C'est une gradation. C'est des petites intimidations pour vous dire, fais gaffe, ne va pas dans cette direction-là, parce que si tu vas dans cette direction-là, tu auras une deuxième couche. Et une troisième couche, et à chaque fois, elle sera un peu plus dense. Et tu vas finir seul. Libération finit son article comme ça, seul contre tous. Ils pensent que je suis seul. Ces journaux complètement subventionnés, à la fois par des oligarques qui ne survivent que grâce aux subventions d'État et des oligarques, pensent que nous sommes seuls, nous qui sommes restés indépendants, qui avons encore des centaines de milliers de personnes qui nous soutiennent, malgré la campagne de calomnie et ils pensent qu'ils vont réussir à nous déstabiliser. Il y avait un tweet où vous avez dit « On mesure mal en une capitale devenue empire de la perversion, où règne le mensonge et la corruption, la violence que subit celui qui demeure intègre. » Vous pensez que vous êtes persécuté? Je ne supporte pas le mensonge. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et ce que j'ai découvert dans ce système qui est le mien, qui m'a protégé, qui m'a couvé, qui a tenté 1000 fois de me réintégrer, je ne supporte pas qu'il règne à travers le mensonge. Je pense que les Français ont droit à la vérité et je pense que dans nos rapports à nous, entre tous, le pouvoir ne justifie pas le mensonge. D'accord? La position... Et moi, je n'ai jamais menti. J'ai pu me tromper.
J'ai pu à un moment donné commettre des erreurs, ça nous arrive à tous. Et l'erreur, quand elle est reconnue, il est sain de la reconnaître et de la corriger. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de personne omnisciente. On peut aussi se faire manipuler, c'est-à-dire sans vouloir tromper, quelque part orienter notre discours. Mais qui veut vous abattre aujourd'hui, Laurent Manco? Arrêtez, qui veut me battre? Sérieusement, enfin, vous suivez mes publications, vous voyez un oui, peu c'est pour ça, le niveau de violence dans la confrontation. Vous avez vu beaucoup de personnes exposées. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que vous ciblez à votre tour? Vous pensez qu'il n'y a qu'une seule personne? Vous pensez, il y a un moment donné, quand vous attaquez un système de pouvoir imbriqué, peu importe d'où vient la balle. Les tirs sont croisés, ils sont multiples. C'est pour ça qu'en fait, on se retrouve toutes les semaines avec une accusation différente. C'est vrai que ça fait beaucoup parce que vous avez tous les milliardaires. Au sein de l'appareil judiciaire, ceux qui sont soit corrompus réellement, soit qui acceptent de servir des intérêts politiques ou à l'État en faveur d'un certain nombre, au contraire. À un moment donné, quand vous êtes sans compromission, évidemment, vous ne croyez pas qu'à dire tout le monde est corrompu, on participe aussi à... Pas tout le monde. Vous m'avez entendu sur la magistrature, vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu la façon dont sur Bayrou et compagnie, je fixe des limites à mon discours. Alors même que par ailleurs, je ne vois en rien une qualité à cet homme que j'ai par ailleurs rencontré dans mon ancienne vie et qui m'avait semblé d'une stupidité... au sens le plus littéral du terme, une forme d'idiotie en fait. C'est-à-dire qu'il soit arrivé à devenir Premier ministre est symptomatique d'une vraie difficulté de ce système politique à se régénérer. À régénérer quand vous voyez Gabriel Attal tenir des discours sur une tribune. Gabriel Attal est quand même d'un niveau... Vous l'avez entendu en tribune. C'est intelligent comme que Bayrou, c'est embarrassant. C'est embarrassant quand on l'entend. Parle de Gabriel Attal, oui. Oui, là je parle bien sûr en termes d'incarnation de charisme, c'est embarrassant. Bardella, lui, a une plus grande assise charismatique, mais par contre, pardonnez-moi, c'est creux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu. C'est des gens qui ont grandi dans la protection de ce système trop tôt. Qui n'ont pas travaillé, c'est ça beaucoup trop tôt. Mais quel est le métier de ces gens? Est-ce qu'ils ont eu un métier une fois dans leur vie? Quelle était l'expérience professionnelle de M. Attal avant de devenir conseiller ministériel? Comment ça se fait que vous pouvez devenir conseiller ministériel au ministère de la Santé, où vous avez à prendre des décisions qui vont affecter les vies de millions de personnes, à 22 ans, sans avoir aucune expérience de ce domaine? Comment ça se fait que vous pouvez devenir président d'un parti à 27, je ne sais pas quel âge avait M. Bardella, alors qu'il n'a jamais rien fait de sa vie? Il ne sait pas ce que c'est la réalité. Il ne s'est jamais cogné. Il ne sait pas ce que c'est une 2035. Il ne sait pas ce que c'est remplir une déclaration fiscale. Peut-être comme vous, quand vous aviez séduit Jean-Luc Mélenchon et qui vous avait... Mais j'étais son avocat. J'avais un métier. J'avais défendu Julian Assange, j'étais allé enquêter au Centrafrique, au Nord Kivu. Je me suis confronté un peu à ce réel. Non pas que je sois idéal ou ainsi de suite. En effet, il me manquait, et continue peut-être encore à me manquer d'un certain nombre de choses. Mais au moins, on a essayé de construire un parcours. Mais le problème de la France, c'est qu'on génère au sein de ces élites de moins en moins de personnes qui soit se mettent au défi, soit sont mises au défi de la vie. Vous voyez, à un moment donné, sont confrontés à la violence du réel. À la violence du réel qu'on peut confronter en faisant partie d'une classe prolétaire, auquel on peut se confronter en ayant participé à une OPEX, auquel et on là, peut par être exemple, vous confronté craignez d'être empêché de mettre à jour votre projet politique? Non, pas du tout, parce que vous voyez bien qu'on est... En fait, ce discours victimaire qui consiste à dire « Ah, mais on m'a empêché... » Non. Nous, on va avancer, et s'il nous frappe d'un côté, on frappera de l'autre. Mais avec qui alors? C'est ça, pardon, encore une fois de revenir là-dessus, mais comme vous dites que vous avez beaucoup de gens derrière... Mais combien de milliers de personnes interagissent avec sur les réseaux sociaux très combien de milliers de personnes interagissent avec nous au quotidien? Essayez de comparer l'impact que l'on a avec du contenu. Pas avec des vidéos TikTok, Haribo et compagnie, avec du contenu, ce qu'on transmet parfois des choses extraordinairement techniques aux gens. Pourquoi? Parce que mon enjeu est que si demain je sois éliminé d'une quelconque façon, que ce soit en termes de légitimité à agir dans l'espace public, que ce soit physiquement, que ce soit en tant qu'avocat... Vous n'avez plus confiance du tout dans la justice de votre pays? Mais il ne faut pas avoir confiance dans un système qui est contrôlé par votre adversaire. C'est là le péché originel de ces gens qui du coup se voient pris au dépourvu parce que c'est trop tard. Parce qu'ils se rendent compte trop tard qu'en fait, ils n'auraient jamais dû... Pourquoi Nicolas Sarkozy, qui a tant manipulé le système judiciaire, a cru qu'il pourrait s'en tirer seulement parce qu'il s'était rapproché de Macron? Qui joue perd. Moi, je n'espère pas ma survie. Et c'est pas tout ce qu'on est en train de vous dire et vous tous ces projets vraiment qu'on pour a. votre vie? Non, sincèrement. Vraiment. Évidemment qu'on est dans une situation où, à un moment donné, mon élimination va devenir un enjeu parce qu'ils savent très bien que sinon, c'est la leur qui est en jeu. Il y a un moment donné où il faut aussi assumer la mise en danger d'un État. Quand Malcolm X et tant d'autres sont éliminés aux États-Unis, c'est parce qu'ils mettent en danger
tout un système d'exploitation et d'oppression. Quand aujourd'hui on s'attaque à ce système politique et économique qui permet à des gens d'être milliardaires et qui fait que d'autres sont dans la misère, évidemment qu'il faut s'attendre à des conséquences. Sinon, ça n'a aucune espèce d'importance, ce que l'on fait. Sinon, ça veut dire qu'on est juste en train d'alimenter le système tel qu'il existe, finalement, qui va nous protéger, qui va nous couver, qui va peut-être même nous mettre en avant. Ce n'est pas du tout le chemin qu'on a choisi depuis Wikileaks. On a choisi le chemin d'une souveraineté pour moi, c'est-à-dire ne dépendre de personne, et pour le peuple français. C'est ça, en fait, ce qu'on essaye de produire. C'est aussi simple que ça. Et évidemment que, du coup, ça rend beaucoup plus compliqué les chemins à parcourir. Mais si on y arrive, on y arrivera avec une capacité à vraiment changer les choses. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'offre politique. Regardez le RN qui, pour se faire élire, est obligé de renoncer à toutes ses propositions sur l'Union européenne, sur l'OTAN. Symbolique à vos yeux que vous feriez là. C'est la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. La proposition aux Français de choisir, de sortir de ces édifices bureaucratiques et de se responsabiliser. Donc ce serait, s'il y en avait 3, sortie de l'Union européenne, la première. Élection des magistrats. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît fondamental qu'on puisse choisir ceux qui vont nous juger. Vous voyez, que ce ne soit pas des technocrates formés dans des grandes écoles qui viennent tous du même tissu social et ainsi de suite et qui ont des vues, qui soient obligés de prendre en compte l'opinion et en même temps d'appliquer la loi rigoureusement, toute la loi. Et évidemment, on pourrait vous en donner plein. La suppression du Sénat fusionné avec l'Assemblée nationale, la création d'un défenseur du peuple, ça c'est au niveau institutionnel. Au niveau économique, la création du service national de la comptabilité, que tout le monde ait accès à un comptable pour créer son entreprise sans avoir à subir tout le poids que l'on connaît aujourd'hui, la réduction de la bureaucratie et de façon générale de ce poids fiscal extraordinairement lourd sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi sur les citoyens qui créent à grande difficulté. Pas comme la droite en fait un discours parce qu'ils disent que c'est trop lourd, point. Non, la question de la souveraineté, c'est une question fondamentale pour vous? Évidemment. Parce que là, mais à mon petit niveau, peut-être vous suggérer quelque chose en tant qu'observateur, c'est que je vois c'est incroyable le nombre de gens qui se revendiquent comme souverainistes, et on voit bien que l'espace politique, il paraît pourtant gigantesque, et aujourd'hui, les souverainistes en France, c'est 1-2%. Quoi. Oui, peut-être qu'il y a un problème d'incarnation. Peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes personnes. Vous pourriez être celui-là Ça me semble évident. Ça me semble évident, non pas parce que je crois que je sois de donc quoi que ce soit, mais parce que je vois l'effet social qu'on connaît. Vous êtes pour le Brexit, pour sortir? Non, je suis pour proposer aux Français. Je suis pour que les Français puissent délibérer de ce sujet. Et vous me demandiez une troisième proposition, c'est que les médias reviennent aux citoyens. C'est qu'on n'ait plus un milliardaire, qui soit de droite ou de gauche, qui contrôle l'espace médiatique. Ça, c'est fondamental. Vous faites ça et tout va être purifié. Et vous allez voir comment très rapidement la classe politique va recommencer à écouter les Français. Les médias citoyens, aujourd'hui, c'est des médias alternatifs comme ceux auxquels on... Voilà. Mais pour ça, il faut reprendre le contrôle sur les algorithmes de ces grandes plateformes. Ils peuvent pas être, ça ne peut pas être la Californie qui décide ce que les Français écoutent ou n'écoutent pas. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut retrouver cet espace-là. Alors, pour la dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on aborde un sujet hautement sensible, qui est celui, évidemment, de la politique internationale, notamment de la France, qu'on n'entend plus beaucoup, en tout cas qui n'est plus beaucoup entendu, le Proche-Orient. Parce que là aussi, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parlait de Dominique de Villepin, vous avez on va dire une parole qui, vous le savez, très écoutée. Beaucoup de gens considèrent que ce qui se passe à Gaza doit rester à Gaza. D'autres considèrent que c'est juste que ce conflit soit importé en France. Enfin, de facto, on considère que, on peut le voir, il est importé. En tout cas, il y a pas mal de gens de la France insoumise qui s'en sont emparés, plus que d'ailleurs leur mandat a priori. Je pense à des gens comme Aymeric Caron. Alors, je ne doute pas de la sincérité d'Aymeric Caron, mais parfois un petit peu tout de même quand je vois qu'il ne tweete que là-dessus. Vous, là-dessus, vous êtes aussi vous êtes très bavard aussi sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre analyse de ce conflit, de ce qui se passe Déjà que l'importation, elle est des deux côtés. Vous la dénoncez ou pas? Non, mais pardonnez-moi, mais après le 7 octobre, on a quand même eu droit à une avalanche de commentaires et de démarches en faveur d'Israël qui nous donnait l'impression qu'on avait été touché directement. Donc, il y a des deux côtés... Et ce n'était pas le cas? Ben non, des deux côtés, on se comporte comme si, en fait, comme si on était au temps des croisades et que Jérusalem était un enjeu français. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut aussi accepter que la France n'est plus, malheureusement, et c'est un vrai problème, un acteur fondamental dans ces dynamiques-là, et que toute cette hystérisation, c'est de la mousse pour masquer notre incapacité à agir et à peser sur le cours des choses, parce qu'en fait, c'est les États-Unis et l'Iran qui décident d'un côté et de l'autre, avec l'axe chiite qui est en train de s'effondrer, et de l'autre, et avec la Russie et la Chine qui sont un peu
en sous-main, mais en tout cas clairement pas la France. Et cette impuissance-là, en fait, moi j'aurais aimé voir nos élus politiques, nos dirigeants politiques, s'interroger sur ce qui fait qu'on a perdu cette influence. Vous voyez, ce qui a fait qu'aujourd'hui, même au Liban, on n'est plus personne, qu'on ne se fait plus respecter, qu'on est obligé de proposer à Netanyahou une forme d'impunité qui en fait n'existe pas. Vous vous souvenez de cet épisode avec le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. La CPI, que Macron a dit qu'il n'appliquerait pas l'arrestation de Netanyahou. Un mensonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, qui est d'ailleurs liée à Bachar el-Assad, implique que M. Netanyahou serait arrêté s'il venait en France. Et ils le savent. Mais Netanyahou avait exigé apparemment que ces déclarations soient faites pour signer le cessez-le-feu au Liban. Faute de quoi, la France serait exclue de la table de négociation. Ah, vous laissez entendre que c'est à la suite de ça que... C'est pas moi qui laisse entendre, c'est la presse israélienne qui l'a rendu public. Donc, dans ces dispositions-là, on voit qu'on devient pitoyable. C'est-à-dire qu'on en est à s'asseoir sur l'autorité de nos magistrats et de la jurisprudence pour essayer de rester à la table des négociations. Moi, je dis, il y a deux questions, en fait. Soit on considère que la France doit jouer un rôle, dans ce cas-là, qu'elle ne laisse pas faire arrêter des gendarmes français sur ses propres dépendances, comme ça a été le cas à Jérusalem il y a quelques mois, de façon particulièrement humiliante. Soit à l'inverse, on considère que, en effet, ce n'est plus notre territoire, c'est-à-dire que le temps de la Troisième République et des colonies et de cette projection à l'international est fini, en tout cas ne peut plus prendre la même... et recentrons-nous sur la reconstruction de notre peuple. Et arrêtons les projections, que ce soit de la part de la communauté juive française ou de la part de sa communauté musulmane, sur des terrains de conflits extérieurs, et acceptons qu'on ne peut pas y faire grand-chose et qu'il est fondamental avant tout de refaire peuple et de se reconstruire nous avant d'essayer de régler des problèmes de pays tiers. La France aujourd'hui apparaît un peu pitoyable à s'agiter sur ce genre de situation alors qu'elle n'a très peu de moyens d'action et que elle-même est dans une situation de crise. Mais pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on voit en effet que le regain de popularité récent de Dominique de Villepin, ça a été lié à cette question-là. Oui, alors, la question palestinienne a toujours été une charogne particulièrement profitable en fait. C'est-à-dire que électoralement parlant aussi peut-être. Mais pas que. C'est-à-dire que beaucoup plus largement, tout le monde aime à se distinguer sur le conflit israélo-palestinien. Vous voyez, d'un côté, à Paris, parce que c'est là où il y a une communauté juive encore importante et qui est plutôt sioniste en général, eh bien, on a l'impression que se montrer pour Israël, c'est se favoriser et avoir plus de chance. C'est un peu ce qu'a fait Manuel Valls pendant des années de façon un peu pitoyable. Et à l'inverse, mais à chaque fois avec une essentialisation, là en l'occurrence de la communauté juive, ou à l'inverse de la communauté musulmane, de la part de la gauche, qui pense que c'est que la meilleure façon de flatter certaines populations qui sont plutôt précarisées dans les banlieues et ainsi de suite, consisterait à se positionner non pas sur leurs conditions de vie réelles à l'instant T, mais à travers cette question internationale. C'est triste parce que en fait, personne dans ce jeu-là n'a vraiment d'intérêt à une résolution de la situation ou s'intéresse véritablement au sort des personnes sur place. Donc moi, j'ai fait très attention les premiers mois. J'ai défendu et je défends des victimes palestiniennes auprès de la Cour pénale internationale. J'ai entamé des démarches lorsque Smotrich, qui est un des ministres de Netanyahou, a voulu venir à Paris, alors que par ailleurs il appelle à l'éradication des Amalek, c'est-à-dire des ennemis héréditaires d'Israël dans l'Ancien Testament, avec en gros un discours génocidaire. Je considérais que s'il venait, il devrait être poursuivi pour provocation à la commission du crime de génocide. Mais de là à en faire une chair à canon électoral, quand vous savez ce que c'est que de travailler avec des victimes de violences de masse, est-ce que vous savez ce que c'est que de voir, comme ça a été mon cas, des corps déchiquetés, comme ça a été mon cas au Centrafrique et ainsi de suite, vous faites attention à pas faire dans la pornographie politique. Vous voyez, vous comprenez que ces sortes vous voyez, moi j'ai toujours été très complaisant et je pense à juste raison avec quelqu'un... Et vous connaissez quand même le droit à Israël de se défendre ou pas? Moi, oui, je vais vous répondre, mais je finis juste sur... J'étais très bienveillant à l'égard de Rima Hassan, par exemple, parce qu'elle est d'origine palestinienne. Donc je ne vois pas le problème au fait qu'elle tweete 90% du temps ou que ses communications soient sur la Palestine. Elle appartient en partie, même si elle a été naturalisée, à un peuple qui en effet est en train de vivre d'extrême souffrance. Par contre, que d'autres, qui n'ont un lien que théorique à ces questions et l'investissent. Qui ne tweetent que là-dessus, par exemple, ça ne vous surprend pas, non? Mais c'est pas tant qu'ils ne fassent que tweeter. Si, c'est ça, c'est qu'ils ne fassent que tweeter. Ok, à un moment donné, très bien, on a compris que tu étais dans le camp du bien, mais qu'est-ce que ça apporte, en fait, finalement? Qu'est-ce que tu vas faire derrière pour... Moi, ma très modeste mesure,
Bon, je représente des victimes. D'autres sont médecins et s'engagent chez MSF et compagnie. D'autres auraient pu, mais Coco, si tu penses vraiment qu'il y a quelque chose de scandaleux, va prendre les armes, engage-toi, crée un front laïque pour la Palestine et engage-toi, ça permettra de créer un espace à côté du Hamas et compagnie, et peut-être que ça va donner quelque chose. Mais vous voyez, soyez conséquents, c'est-à-dire que la pure dénonciation un peu comme ça, on sent bien qu'il y a une sorte de satisfaction, voilà, une satisfaction victimaire, mais c'est, encore une fois, ne soyez pas borgnes, regardez aussi du côté des déclarations de nos dirigeants emphatiques à l'égard d'Israël et compagnie. Enfin, vous voyez, il faut, des deux côtés, il y a eu cette sorte de pornographie victimaire, ce qui ne revient pas à les mettre à égalité du tout. Et quant au reste, moi je pense les autorités israéliennes ont commis des excès qui sont gravissimes pendant cette année, gravissimes, et qui ont obéré la légitimité de l'État d'Israël de façon massive. C'est-à-dire qu'ils ont commis en fait des actes qui font que le projet sioniste, tout simplement, l'excès de bombardement sur les populations civiles, les commissions de massacres de masse en fait. Et après, vous avez toute une série de dérivés qui font qu'aujourd'hui, la légitimité et le droit à exister de l'État d'Israël est remise en question par de plus en plus de personnes. Et alors là, il faut aussi s'interroger, parce que vous voyez naître un front décolonial qui qualifie le projet israélien comme un avatar du colonialisme européen issu en France de la Troisième République, mais de la conférence de Berlin de 1885 et ainsi de suite. C'est un discours qui doit être entendu, et qui consiste à dire que les Palestiniens se sont vus écartés d'une partie de leur terre à cause de crimes commis par les Européens. À cause de la Shoah, de l'Holocauste, qui était de la seule responsabilité, en l'occurrence du régime nazi et de ceux qui ont collaboré avec eux. Et ceux qui l'ont payé sont des populations qui étaient déjà colonisées, soumises en l'occurrence à l'Empire ottoman, puis ensuite à la domination anglaise, et qui soudain se voient à nouveau soumis à une nouvelle tutelle qui commence à devenir omnipotente, parce qu'aujourd'hui, le projet du Grand Israël, qui consiste à recréer cette entité fantasmatique qui prendrait l'ensemble de la Palestine, commence vraiment à s'installer. Donc moi, je peux entendre parfaitement qu'un Palestinien dise qu'il est doublement victime d'un dispositif et qu'il n'a pas, lui, à se sentir coupable ou à payer pour ce qu'a subi le peuple juif en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les siècles précédents. Donc on ne peut pas ne pas entendre ce discours, et ça doit résonner et inquiéter ceux qui se sont livrés à un soutien sans faille de Netanyahou et de tous ceux qui défendent le Grand Israël, parce qu'ils légitiment cette remise en question d'Israël en tant qu'entité autonome, ce faisant. Donc voilà, moi je connais beaucoup de juifs de gauche antisionistes radicaux qui ont ce discours décolonial, qui consiste à dire à Paris, et je connais aussi quelques Israéliens qui se sont exilés, parce qu'évidemment c'est un discours qui est devenu quasiment impossible à tenir sur place sous ce régime, mais qui avait en fait une certaine existence. Pourquoi ? Parce que je connais des juifs qui étaient en Israël, qui viennent de familles qui étaient en Israël bien avant la création d'Israël, qui étaient en Palestine, et qui n'étaient pas sionistes, qui vivaient en fait avec des Arabes dans une entité palestinienne qui n'était pas sous domination ni juive ni arabe. Mais comment vous expliquez qu'il semble y avoir quand même un consensus sur la scène politique, c'est ce parti pris pour la Palestine? Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il n'y a que la France insoumise qui le revendique. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que la France insoumise en a fait un argument électoraliste pendant la campagne européenne, ça c'est vrai. Ils ont décidé que leur seule façon de survivre dans cette élection intermédiaire qui leur est généralement très défavorable, c'était de jouer systématiquement cette carte, mais aux autres forces politiques de s'interroger sur oui, c'est vraiment la fin de votre amour, de votre histoire d'amour avec Mélenchon. Non, pas du tout, parce que c'est aux autres forces politiques de s'interroger sur pourquoi il y avait tant de Français qui ne se sentaient pas représentés, y compris sur cette question-là. C'est-à-dire que Mélenchon a fait 10% grâce à ça. Moi, si je suis un responsable politique, je me dis qu'est-ce que j'ai raté qui fasse qu'il ait pu faire ce 10%. Vous voyez ? Et est-ce que si, avec un discours un peu plus élargi, j'aurais pas pu empêcher cette sorte d'OPA sur cette question et sur une population entière qui, du coup, ne s'est sentie représentée que par la France insoumise. Moi, j'ai des désaccords à la fois tactiques et de fond avec la France insoumise très profonds, mais sinon, je serais... Vos rapports avec François Ruffin, ils se sont améliorés ou pas ? Mais pourquoi j'améliorerais mes rapports avec quelqu'un qui a voulu trahir tout le monde ? Vous voyez, moi, j'ai tous les désaccords de la Terre avec Jean-Luc Mélenchon idéologiquement, et en fait, on sera probablement concurrents, et on sera probablement adversaire politique, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui en 2027 qui a un rapport intellectuel ou avant, qui a un rapport à l'intellectualité et à la pensée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un rapport au verbe qui fait honneur à la France. Et ça, et je pense qu'il est
tellement détesté par une partie de la population parce qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils l'ont aimé quelque part et parce qu'ils respectent. Vous avez vu que sa maison de campagne a été oui, mais ça, c'est un épiphénomène parce qu'en fait, la violence politique est en train de s'accroître. Même Marine Le Pen, étonnamment, avait apporté... étonnamment, non, quand même. En plus, surtout qu'il y avait écrit Vive Marine dans l'un des tags. Donc, c'est quand même, je veux dire, elle avait intérêt à très vite... pas au courant de cette info. Elle avait intérêt à très vite se détacher de ce qui venait de se passer, parce que sinon, il y aurait une forme de complicité. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence, de toute façon, est en train de s'étendre dans l'ensemble du spectre politique. Vous le voyez bien. Et quand moi, je propose et que j'agite le symbole de la guillotine, c'est une façon... Est-ce que vous y participez pas un petit peu? C'est une façon de purger cette violence. C'est de dire, attention, redirigeons cette violence, cette pulsion de violence qui est en train de nous toucher tous. Parce que quand je vous parle de l'explosion du nombre de suicides ou de tentatives de suicide chez les jeunes, c'est une violence, c'est de la violence. Sauf que c'est une violence qui retourne contre eux parce qu'ils sont civilisés, parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à un autre. Mais c'est de la violence qu'ils ressentent. Et parmi ceux-là, il y en a nécessairement qui vont à un moment donné exploser et la retourner contre d'autres. Vous voyez, ceci est un symptôme et un signal. Si vous n'êtes pas capable d'empathie à l'égard de la jeunesse française, si vous en fichez qu'il y ait une explosion de suicide, prenez en compte qu'un jour, cette violence va devenir vers l'extérieur, va aller vers l'extérieur. Donc inquiétez-vous quand même pour eux. Si vous n'en avez rien à faire, inquiétez-vous quand même pour eux. Et toute cette génération, certes assez âgée, qui a relativement bien vécu dans une certaine forme de paix sociale et civile au sein de la société française, doit s'interroger sur ce que son conservatisme et son appui à des forces de l'extrême centre macronienne est en train de générer de manque à vivre et du coup de violence au sein de notre jeunesse. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et il faut qu'il y ait une interrogation sur toute cette génération qui a largement profité de la vie et qui nous lègue une société qui est quand même largement éventrée. Alors en parlant de société éventrée, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Mayotte. Qu'est-ce que vous pensez de la situation sur place? Au-delà du fait que ça a dû vous choquer que notre Premier ministre ait préféré aller à un conseil municipal. Non, ou même ou le fait. Alors, en fait, là, ils sont sur une autre planète quand même. Hein. Voilà, et la persistance d'un système colonial, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un système colonial, sans jugement. Enfin, je veux dire, ça reste des colonies, et avec toutes les contradictions que ça génère depuis qu'on a créé le système colonial. C'est-à-dire qu'ils sont français, mais ils ne sont pas français. Ils sont français, mais ils sont noirs, ou ils sont indiens. Enfin, vous voyez, ils sont français, mais on leur donne pas de papier. Ils sont français, mais ils n'ont pas le droit de venir en France, enfin, dans l'Hexagone. Vous voyez, oui, ils sont français, ou ils sont pas en France. Mayotte qui vote massivement pour le RN. Voilà, c'est ce que dit... oui, mais parce que c'est normal, vous avez 100 000 sans-papiers et 35 000 personnes qui votent. Donc c'est sûr que les 35 000 qui votent n'ont pas envie de voter pour une force de gauche. Enfin, vous voyez, ils se sentent assiégés. Il y a cette dynamique-là qui joue beaucoup à Mayotte aujourd'hui. Donc vous vous retrouvez dans une situation où François Bayrou lui-même dit « Ah oui, je ne pouvais pas aller à Mayotte parce qu'on ne peut pas être en même temps, le président et moi, en dehors du territoire national. » Ça, c'est une contradiction d'une pensée coloniale. En fait, c'est la France, mais ce n'est pas la France. Vous voyez, donc cet inconscient collectif, il y a un moment donné où il va falloir le purger. Ce qu'on a avec tous ces territoires, c'est une langue commune. Vous voyez, et un reste de culture, y compris avec le Sénégal et avec tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, de l'Afrique centrale où j'ai eu à agir. Ce qui nous relie encore, c'est cette langue. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un reset complet de nos rapports avec eux, que ce soit les restes de colonies que l'on a sur les 5 continents ou avec les territoires qui ont été décolonisés, et qu'on essaye de créer une union politique semblable au Commonwealth. On sorte en fait ce que le Royaume-Uni a su purger sa phase coloniale. Pourquoi est-ce que nous on reste bloqués dans ces conflits d'arrière-garde où on est encore en train de se faire une guerre idéologique avec l'Algérie sur un conflit qui s'est achevé quand même il y a 60 ans. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut essayer de dépasser cette question-là et de remettre à zéro les compteurs et de voir comment est-ce qu'on peut à nouveau coopérer sans rester dans les difficultés que l'on a, qui font qu'on a des tensions migratoires, qu'on a des tensions symboliques extraordinairement fortes et essayer de créer un jeu gagnant-gagnant. Et un des éléments pour le faire... Vous ne croyez pas que ce qui se passe à Mayotte, ça arrive un jour en métropole, en termes d'immigration notamment Non, attendez, Mayotte, c'est un département français où vous pouvez toucher le RSA et les aides sociales qui sont 3 ou 4 fois plus importantes que les revenus moyens des îles aux alentours. Et il suffit de prendre, comme le disait de façon très vulgaire M. Macron au début de son mandat, quoi ça. Vous traversez une île et tout d'un coup, vous changez de niveau de vie de façon massive. Donc c'est normal qu'il y ait un afflux massif parce que c'est la nature humaine et c'est légitime de vouloir le faire. Et c'est là où, quand je vous parle d'un pensée colonial, on a décidé de créer un département français dans un îlot de pauvreté. Et on n'investit pas dans ce département français. Et enfin,
on se met dans une situation, on crée les conditions de notre propre catastrophe et de la catastrophe qu'ils sont en train de vivre là-bas, avec une destruction aussi de l'écosystème et ainsi de suite, parce que 135 000 personnes sans infrastructure sanitaire et ainsi de suite, c'est non seulement de la misère pour eux, mais pour tout le monde. Et donc du coup, évidemment qu'ils adhèrent majoritairement, ceux qui sont des nationaux, à un discours frontiste, parce qu'ils se disent il faut mettre de l'ordre là-dedans. Mais c'est une simplification. La réalité, encore une fois, c'est est-ce que ça a un sens d'avoir un bout de territoire à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, et qu'est-ce qu'on entretient en faisant ça? Et je pense que c'est vraiment une question qu'on doit se poser sincèrement, parce que sinon, on le voit en Martinique en ce moment, avec les débats sur la vie chère et les émeutes qu'il y a régulièrement depuis plusieurs mois, et la répression judiciaire qui essaie de les éteindre. On n'arrive plus à maintenir le niveau de vie correct au sein de ces populations, au sein de ces territoires. On commence à ne plus en tirer grand bénéfice non plus. Est-ce que c'est dans notre intérêt mutuel de maintenir ce système tel qu'il existe aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, sur la forme d'un Commonwealth, quelque chose qui nous permettrait de garder des liens culturels, économiques, et ainsi de suite, tout en ayant des destinées qui permettent à chacun de reprendre en main sa souveraineté? Moi, ça me semble une question intéressante. Et si on rattache à tout ça tout ce qui a été nos anciennes colonies, ainsi de suite, et qu'on commence à réfléchir ensemble à des alliances, peut-être qu'on pourra faire enfin contrepoids au bloc anglo-saxon. Peut-être que ça fera de la France à nouveau une puissance moyenne entre la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis, un bloc d'influence qui aura à nouveau du sens. Aujourd'hui, on en est loin. Sarkozy, Hollande et Macron ont décomposé complètement ce qui restait de lien de la France-Afrique. Ils l'ont fait malgré eux. Et en retour, on ne leur a rien offert. Donc ils ont décidé de prendre la poudre d'escampette. Ils sont ouverts aux Russes, ils ont ouvert aux Chinois d'abord, ça n'a pas bien marché. Ils sont ouverts aux Russes. Je ne suis pas sûr que ça marche très bien, pour une raison très simple. Ils n'ont pas les mêmes liens culturels. Et avec toute la catastrophe que ça a provoqué, la colonisation nous a donné une langue commune. Donc autant essayer de construire quelque chose à travers ça. On arrive bientôt au terme de cette émission et de l'année 2024. Quel bilan vous faites de cette année qui s'achève, Juan Branco? C'est celui de l'effondrement. Moi, j'ai passé si 6 mois... Vous deviez donner 3 mots, par exemple, pour définir l'année 2024. Exil, effondrement et espérance, en fait. Donc exil, parce que j'ai dû passer 6 mois en dehors de mon pays à cause de cette persécution macronienne complètement délirante. Là, ça y est, vous êtes revenu, vous repartez. Est-ce que vous avez la double nationalité franco-espagnole? Oui, moi, je ne suis pas parti, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas fait usage. C'était pas dans une fuite, c'était juste qu'à un moment donné, il fallait que je puisse retisser des liens avec le Mexique, avec des autorités au plus haut niveau de l'État. J'étais reçu à la Cour suprême là-bas et ainsi de suite. Donc c'est dire quand même que il faut qu'il... Comment vous faites pour avoir ce réseau? Parce que beaucoup de gens s'étonnent aussi, notamment en Afrique. J'ai travaillé au Quai d'Orsay, j'ai travaillé à la Cour pénale internationale, j'ai été l'avocat de Julian Assange et de Wikileaks. Je suis désolé. Bon, ça vous êtes satisfait de la libération? Non, bien sûr, mais ça vous semblait un peu présomptueux, mais en fait, j'ai quand même un peu fait rayonner mon pays, vous voyez, et ça m'a fait rencontrer des gens qui, au sein de leurs États, sont considérés aussi ainsi de suite. Et c'est là où je ne pardonnerai jamais au pouvoir actuel sa tentative de destruction de ma réputation par tout moyen possible avec l'instrumentalisation des médias, c'est qu'ils ont obéré une figure qui était censée être au service de la France et qui était censée la servir. Vous voyez, qui était un atout. C'est-à-dire qu'au-delà de l'opposition frontale politique que l'on avait, ils auraient dû avoir un sens de l'intérêt général qui consistait à ne pas tenter de m'écorner et de m'écorcher au-delà d'une certaine limite, pas tenter de m'envoyer dans les géoles sénégalaises, pas tenter de me faire accuser de crimes tous plus dégradants les uns que les autres, que ce soit dans l'affaire Pavlenski ou par la suite, parce que ce faisant, ils retiraient à un fils de France une partie de sa capacité à défendre l'intérêt général et l'intérêt de notre nation. Et ça, c'est quelque chose qui montre que ces gens-là n'ont que leurs intérêts à l'esprit. Et pas, il fut un temps, la politique se fixait une limite et considérait qu'il y avait quelque chose de plus d'important qui était la France. Et que quand ça touchait aux intérêts de la France, eh bien, on n'allait pas au-delà. Aujourd'hui, c'est une sorte de festival orgiaque insupportable. Et donc l'effondrement. Donc l'effondrement de ces régimes-là qui, naturellement, du coup, n'arrivent plus à produire des ressources, n'arrivent plus à en tirer au sein de la population et commencent à générer des révoltes de plus en plus incandescentes. Et donc derrière l'espoir, parce que cet effondrement précipité ouvre des voies à un changement que l'on incarnera ou pas, qu'importe. On va enfin sortir de cet étau pasolinien qui nous enclôt depuis 2017, avec toute cette phase préalable de la Hollandie et quelque part de la Sarkozy qui était assez effondrante. Il y a peut-être temps de renouer avec une grande politique, de renouveler avec une France qui soit autonome et souveraine et qui puisse provoquer des bascules au sein
non seulement de notre société, mais aussi au-delà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent encore quelque chose de la France, et il est peut-être temps de se montrer à la hauteur de ces espérances. Moi, je suis l'enfant de gens qui sont venus en France de par le rayonnement que cette France avait. Mes parents sont venus en France par rêve, par fantasme. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui viennent en France aient encore cette idée de la France. Et c'est ça qui devra nous inquiéter, parce que c'est aussi ça qui génère une partie des problèmes auxquels on est confronté. Vous n'avez pas l'impression d'avoir cherché les emmerdes quand même pas mal aussi? Non, j'ai défendu... non, j'ai défendu mon peuple. Et j'ai défendu les gens qui défendaient les intérêts du peuple. Si défendre Julian Assange, et je vous le dis en plus, parce que je l'ai fait avec cette naïveté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec Julian Assange et Wikileaks, je n'ai jamais pensé que cela impliquerait que la DGSI me mette sur ses listes de surveillance. Vous voyez, pour moi, c'était aberrant. Lorsque l'on révèle avec lui que la NSA espionne les entreprises françaises, les présidents et ainsi de suite, à aucun moment j'ai pensé que nos services de renseignement seraient à ce point vérolés qu'ils décideraient de faire payer à ceux qui ont rendu ce service à notre peuple le coût de ces révélations, pour ne pas se fâcher avec les États-Unis. Et j'y suis allé avec cette naïveté, sincèrement. Et quand j'ai découvert la réalité, d'abord avec ça, mais ensuite avec toute une suite d'autres étapes et d'épreuves que j'ai eu à affronter, j'ai compris en fait que j'avais été naïf et que je ne le serais plus en fait. Et donc là, vous me dites, ah mais la guillotine, ah mais vous n'avez pas peur d'effrayer, mais je souhaite de les effrayer. Je souhaite qu'ils craignent. Je souhaite qu'ils craignent parce que d'une part, je n'ai plus rien à perdre. Je vous l'avais déjà dit dans une autre émission, je suis déjà mort. Ma personne n'est plus du tout le sujet. Et d'autre part, parce que j'ai compris que ces gens-là ne reculeront que face au rapport de force. Et que sinon, on se fera tirer comme des lapins, comme ils l'ont fait avec les LBD et les Gilets jaunes. Ils nous éborgneront, ils nous amputeront, ils feront le nécessaire pour nous écraser. Et donc, à un moment donné, le peuple de France doit comprendre que la prochaine fois qu'il y aura une confrontation de cet ordre-là, il faudra aller jusqu'au bout, parce que sinon, on se retrouvera dans la situation qu'on a connue ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est le destin d'un peuple qui est en jeu. Donc, fini de rigoler, on y va, et on y va sérieusement, et on ne viendra pas pleurnicher s'il y a des conséquences. J'assume ces conséquences. J'ai compris que j'étais dans un rapport d'adversité aujourd'hui au pouvoir, et que se confronter au pouvoir, tous les discours démocratiques, oui, non, mais il y a la règle de droit qui protège, j'ai compris que c'était n'importe quoi. J'ai compris qu'aujourd'hui, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Ben, j'assume d'être contre eux, et d'avoir à en payer les conséquences. Bon, en tout cas, le mot de la fin, c'est que vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. On verra parce que, encore une fois, les modalités d'action politique sont vastes. La capacité à, vous l'avez bien vu, avec vous, la révolution, ça peut être une option. La révolution, le droit, enfin, vous avez vu la palette d'instruments qu'on a déployés. Moi, ceux que je représentais, ainsi de suite, on ne les lâchera pas. C'est la seule promesse que je peux vous faire. On ne les lâchera pas. Ce sera en tout cas peut-être le titre de cette émission. Merci beaucoup, Juan Branco, pour ce, encore une fois, très long entretien. On rappelle donc votre dernier ouvrage. On va l'afficher une nouvelle fois à l'antenne. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé en plus cette interview lors de cette semaine particulièrement chargée avec évidemment cet événement, quand même, quoi qu'on dise, politique de la condamnation de Nicolas Sarkozy. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Ce sera avec Laurent Oberton, justement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être l'occasion de lui parler de vous aussi. Voilà, Laurent Oberton qui signe un nouvel ouvrage qui s'appelle Guerre. Et justement, ce sera peut-être l'occasion de lui demander justement de réagir à votre production littéraire également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc à dimanche prochain pour la dernière émission de l'année. Et d'ici là, comme je ne cesse de le répéter, surtout, restez incorrectibles. Bye bye, très bonne soirée à tous. Bye.